Salut et bienvenue dans Secret d'entraîneur. Cette semaine, j'ai la chance de recevoir un ami qui s'appelle Nicolas Vandel. C'est un entraîneur spécialisé dans l'endurance, tout ce qui va être trail, ultra trail, marathon, etc. Alors peut-être que tu l'as déjà vu dans d'autres émissions et c'est assez rare que je reçoive des gens qui sont invités un peu partout. Mais en fait, à l'heure où j'avais enregistré l'épisode, il n'était pas encore passé partout. Mais comme on met plusieurs mois à le diffuser, forcément, il a eu le temps d'aller voir à droite à gauche pas mal de podcasteurs. C'est une bonne chose parce que si tu as déjà écouté Nico dans d'autres épisodes, là tu vas avoir des thématiques bien particulières. Je te laisse les découvrir. En attendant, je veux te parler de deux choses. La première, c'est comme d'habitude le Club des entraîneurs qui est la plateforme qui réunit tous les entraîneurs de tout niveau et toute discipline. Ça coûte 9,99 par mois. Tu as une semaine gratuite en passant par le lien en description. Tu y retrouveras plein d'articles, des webinaires pour pouvoir échanger et tout un espace de discussion pour pouvoir poser tes questions. La deuxième chose, c'est que le 14, 15, 16 novembre, on organise à Paris un énorme événement sur l'entraînement. Je compte sur toi, toutes les informations sont dans la description, je laisse planer le mystère pour être sûr que tu cliques sur ce lien parce que c'est très important. C'est le plus gros événement qu'il n'y ait jamais eu autour de l'entraînement et autour des entraîneurs sportifs. Je te laisse à l'épisode. Salut Nicolas Vandel, bonjour. Bonjour Julien, bonjour tout le monde. Bienvenue sur Secret d'entraîneur. Ouais. C'est un vrai plaisir de te recevoir. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, qui es-tu ? Déjà, c'est un plaisir de venir parce que c'est une émission que j'écoute déjà beaucoup. Donc, c'est de qualité. J'espère maintenir la qualité de ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Je vais essayer de ne pas raconter trop ma vie, mais pour faire simple, donc, je suis Nicolas Vandel. Je suis fondateur de Agile Training, qui est une société d'entraînement sportif vraiment au sens large. Et en fait, j'ai travaillé 10 ans avec l'équipe de France de combiné nordique sur deux missions principales qui étaient en alternance ou parfois en même temps, ça dépendait, où j'étais responsable de la préparation des skis, du fartage sur le groupe Coupe du Monde, les JO, les choses comme ça, et aussi sur la préparation physique du groupe relève pendant 7 ans, ce qui m'a amené à la fois à grandir avec les jeunes, donc à les préparer physiquement, les former et les retrouver au JO après derrière, donc ça c'était plutôt cool. Et à côté de ça, maintenant, avec Agile Training, j'accompagne principalement des sportifs amateurs dans les projets d'endurance, alors beaucoup en course à pied principalement, du marathon, un UTMB, à leur premier 10 km. Et je fais toujours de la préparation physique, mais plutôt sur du haut niveau sur le coup, j'interviens que là-dessus. Dans le ski principalement, un peu dans un sport co, ça commence à venir, mais voilà pour la faire simple. Ok. Alors, il y a 2 minutes, tu me disais que tu étais un peu impressionné par les caméras. Eh ben, je vais te raconter une anecdote de toi qui, moi, m'avait mis mal. Alors, j'en rigole. Hein. Quand on s'est croisés au symposium, j'étais venu voir une masterclass que tu donnais. Je ne sais pas si on disait masterclass, mais un petit cours là-bas. Et tu avais fait des citations de Secret d'entraîneur. Moi, ça me faisait marrer parce que j'étais complètement anonyme au fond de la salle. Et à la fin, tu avais dit vous voyez le mec là-bas, c'est une Secret d'entraîneur. Et là, je vois 20 personnes qui se tournent vers moi et je fais oh mon Dieu. Ils avaient découvert le Messi qui arrivait, j'attendais avant que ça vienne. Du coup, aujourd'hui, c'est ma vengeance personnelle de t'inviter devant les caméras. Comment est-ce que tu es arrivé dans le combiné nordique ? Parce que c'est pas un sport traditionnel. En fait, c'est très simple. C'est vrai que si je reviens un petit peu en arrière, moi je faisais du ski de fond, donc je suis originaire du Jura, au Jura, mais je suis assez fier et ça s'entend s'il y a des Jurassiens qui écoutent tous les autres. Et on a été bercé dans la culture nordique. Et mon premier métier, après mes études, j'étais, on va dire, jeune cadre dynamique, on va appeler ça comme ça, un boulot de bureau pendant 4-5 ans. Ce qui d'ailleurs m'a construit pour la suite aussi sur pas mal de choses, en me disant surtout ce que j'avais plus envie de faire. Et en fait, en 2012-2013, j'avais une proposition d'intégrer le staff que j'avais refusée. Et en 2013-2014, pour donc, les Jeux de Sochi, avant la première édition, j'ai eu à nouveau la deuxième proposition qui est tombée, où c'était assistant pour la préparation des skis, pour faire simple. Et j'ai accepté, j'ai mis le premier pied là-dedans. J'ai quitté mon CDI de jeune cadre pour un contrat de prestation de service de 5 mois à l'époque, mais parce que c'était une prise de risque que je voulais faire. J'ai bossé au Black dans un resto pour faire la transition, parce que c'est le projet que j'avais aussi au fond de moi, et ça s'est fait via du relationnel, via aussi, certains diront que c'est du copinage ou de la cooptation. Jason Lamy-Chapuis, qui est aussi un copain d'enfance,
qui a dû dire, lui, je pense qu'il tiendra la route, faut qu'on essaye de le faire venir. Ça s'est fait un petit peu comme ça, pour la faire très simple. Donc, j'ai mis le premier pied comme ça. Et après, je suis passé responsable du fartage. Et j'ai commencé à me reformer en prépa physique et en entraînement, parce que déjà, mon diplôme était un peu plus vieux, avec comme objectif, en fait, d'aller aussi faire de la prépa sur les jeunes. Et tu vois, c'était un âge où j'avais 25-26 ans, je pense. Et quand tu es dans ce milieu du haut niveau et de la compète, et que c'est le pirage, 25-26 ans, parce que tu te dis, mais les anciens, ils savent pas faire. Moi, je vais y aller, je vais vous montrer. Puis j'ai fait, je me suis fait un peu remettre en place à juste titre, parce que c'est un âge où tu sais des choses, mais tu n'as pas l'expérience. Et ça m'a amené petit à petit là-dedans, pour la faire simple. Ok, trop bien. Et maintenant, tu t'entraînes beaucoup donc, en sport d'endurance. Tu es très connu par rapport à ça, même si tu fais d'autres choses. Hein, mais ton livre t'a un peu enfermé là-dedans. Ouais. Comment est-ce que tu en es venu à écrire ce livre qui est vraiment, je pense, sans flatterie, un excellent livre, pour pas dire un des meilleurs que j'ai lu et je pense qu'on ait lu avec plusieurs autres entraîneurs, on en avait discuté sur l'entraînement de l'endurance et du système aérobie. Comment est-ce que tu en es arrivé à écrire ça ? Ça fait plaisir que tu me le dises déjà. Il n'y a pas 20 personnes autour, mais je suis quand même content. Alors, c'est une petite blague d'un des jeunes que j'avais à la Fédé, là, Gaël. Je ne sais pas s'il m'écoutera, mais je peux lui dire que j'ai eu. C'était l'année de sa médaille aux mondiaux juniors, d'ailleurs. Et il me disait, en chambrant, quand tu écriras ton livre, parce que dans ma manière d'entraîner, moi, alors je ne suis pas un théoricien, loin de là, j'aime beaucoup le terrain, mais j'aime bien faire comprendre, surtout quand tu as des jeunes en formation, pourquoi ils font les choses, etc., etc. Et lui, en plus, à l'époque, il avait un syndrome fémoro-patellaire, donc beaucoup de recherche, beaucoup de boulot avec le kiné, et chercher, puis chercher des solutions pragmatiques, quoi. Et c'est venu de là, quand il écrira ton livre, parce que je pense qu'il voyait ça. Puis ça m'est resté dans un coin de la tête, et l'année, c'est vieux, hein. Enfin, c'est vieux, 2019, 2020, dans ces eaux-là. Et après, ça a pris son chemin, 2023, je dirais, l'année d'avant les Jeux de Pékin, où je me dis, tiens, pourquoi pas ? C'est quand j'avais déjà... Parce que les amateurs, j'en coachais déjà en plus de la Fédé, mais moins que maintenant. J'ai dit, tiens, pourquoi pas ? Du coup, j'ai dit, allez, je me lance. Et l'idée, c'était tout ce que je faisais depuis une dizaine d'années sur des bouts d'Excel, sur des bouts de cahiers, sur plein de supports différents, de me dire, ok, pourquoi je ne partagerais pas ça ? Et pourquoi moi, ça... D'ailleurs, c'était aussi pour m'aider moi-même à restructurer un peu tout, à faire ça, à refaire une mise à jour de connaissances, en fait, en me disant... Effectivement, la physiologie, ça n'a pas beaucoup évolué. Le corps humain, c'est toujours le même. Il n'y a pas eu des découvertes miraculeuses. Comme il n'y a pas eu de découvertes dans l'entraînement, mais de mettre sur papier, sur le coup, sa pensée, de la restructurer, c'était aussi parti de là. Et l'idée, c'était de transmettre des choses de manière simple et quand même exhaustive. Parce qu'il y a quelque chose que je n'aime pas du tout moi, dans l'entraînement, en tout cas dans comment c'est présenté, c'est quand on complexifie les choses pour pas grand-chose, et c'est la tendance des réseaux. Donc je me dis, ok, je fais une proposition qui vaut ce qu'elle vaut, qui est mon expérience que je partage, en gros, que j'essaye d'alimenter avec aussi un peu de connaissances, et puis on verra ce que ça donne, quoi. Ouais, mais c'est une très bonne idée. Merci. Et je te rejoins sur le fait de vouloir complexifier beaucoup de choses. Moi, j'essaie de lutter un peu contre ça. Et essayer de ramener la science vers le terrain aussi par le club des entraîneurs. Et c'est pas évident, hein. Non. C'est vraiment pas évident. J'en ai discuté avec Claude Colombo il y a quelques temps. Claude Colombo, qui est un des préparateurs physiques, qui a fortement participé à l'essor de l'individualisation et de remettre l'athlète au centre du projet plutôt que l'entraîneur avec les athlètes qui gravitent. Là, c'est l'inverse. Et il me disait, je lui disais, j'ai vraiment du mal à faire cette jonction entre les deux mondes. Il me disait, mais c'est normal, parce que les scientifiques, ils sont payés aux publications. Au plus ils restent entre eux, au plus c'est bon pour leur carrière, et au moins ils s'ouvrent au monde pratique, au mieux c'est. Et en même temps, ils veulent pas faire d'efforts. Et j'ai dit, mais c'est bête, parce que s'ils font des études, c'est justement pour apporter des solutions à quelqu'un et pas faire des études pour des études. Il me disait, ouais, mais c'est compliqué. Et quand maintenant je demande à des étudiants en thèse ou des post-docs de venir présenter leur thèse sans mots scientifiques, sans jargon, c'est très, très, très compliqué. Ils s'en rendent même plus compte, en fait. Faites simple. Voilà, donc, s'il y a des post-docs ou des doctorants qui écoutent, faites simple, les gars. Très simple. Mais il y a quelqu'un qui est très bon dans le domaine, c'est Guillaume Millet. Ouais. Notamment, j'ai la chance qu'il soit intervenu dans le bouquin, parce que j'ai fait venir du monde aussi pour enrichir, aborder d'autres choses. C'est aussi un pratiquant passionné, et il est très bon sur ça, avec beaucoup de connaissances, beaucoup de pragmatisme sur le terrain. Et tu vois,
le constat que tu fais, j'ai un peu le même, mais sur les scientifiques ou sur la recherche, pour moi, ça en reste pas moins des humains. Et en fait, finalement, ils vont avoir une idée en disant, tiens, je vais aller chercher là-dedans. C'est une proposition qu'ils font, et après, c'est à l'entraîneur de dire, bah, le papier qu'ils ont fait, l'étude, tiens, ça m'intéresse, je vais dedans. Je prends pas ça pour argent comptant, comme ce que je raconte en tant qu'entraîneur, faut pas le prendre pour argent comptant, et ainsi de suite. Et tu vois, on arrive à un moment où, alors ça va être le premier sujet à polémique peut-être de l'émission, et je suis pas du tout là-dedans, moi j'aime pas la polémique, mais avec cette histoire de BP sur le coup, où bien sûr que le système est intéressant, et on le fait tous plus ou moins intuitivement finalement, mais arriver à mettre des hiérarchies, je suis pas sûr que c'est comme ça qu'on fasse avancer l'entraînement, entre la preuve scientifique est meilleure que la preuve de terrain. Déjà, je trouve que quand t'entraînes, t'es pas là pour prouver des choses. T'es juste là pour proposer des trucs, et tu prends l'info qui t'intéresse pas. Et, tu vois, je prends en Norvège, par exemple. Tout le monde parle souvent de la Norvège, en tout cas dans les sports d'endurance, mais ils ont un truc qui est marquant. Moi, j'adore lire des études scandinaves là-dedans. C'est qu'ils regardent ce que font les gens sur le terrain. Ils sont beaucoup en lien avec les entraîneurs. Et après, derrière, ils disent, tiens, ils ont fait comme ça. On essaye. C'est plus lié avec le terrain. Donc, je pense que c'est pas un problème de science, c'est plutôt un problème d'approche et d'humain. Et comme tu as des entraîneurs qui humainement sont complètement débiles, comme des chercheurs, et il faut plutôt le prendre comme ça. Et j'aime bien la phrase de Gaston Bachelard, pardon, il faut comprendre pour mesurer, et non mesurer pour comprendre. Et je trouve que ça résume beaucoup les choses. Et des fois, je peux provoquer, alors pas méchamment sur les réseaux, mais je suis pas du tout un anti-science, bien au contraire. C'est juste que moi, je trouve que dans l'entraînement, il n'y a rien de prouvé. Donc, il y a plutôt des convictions, mais il n'y a pas vraiment de certitude. Non, je suis d'accord. Ce lien entre la science et le terrain, dans les pays anglo-saxons, le staff scientifique fait partie du staff technique aussi, et le technique va poser des questions aux scientifiques. Le scientifique se dit, bah, je vais me renseigner, je reviens. Un peu comme on a aujourd'hui dans certaines équipes de foot, généralement, ou des gros sports co. Et par contre, l'avantage, c'est qu'eux, ils peuvent mener des études très rapidement pour répondre à une problématique. Alors qu'en France, c'est compliqué. C'est compliqué, mais tu vois, alors on fait pas tout bien. Et dans le ski, c'est ancré depuis un moment dans le ski nordique. Alors actuellement, c'est Jonas Foro qui a remplacé Laurent Schmitt. Mais alors, ça fait vieux. Mais mon papa qui était entraîneur, à l'époque, il était déjà dans les années 90-95, en relation avec Guillaume Millet qui était à Besançon, avec Jean-Denis Rouillon, que les plus anciens connaîtront peut-être. Et il y avait déjà cette approche-là, mais je pense que les cultures sportives, ça joue beaucoup là-dedans, parce que dans les années 80, début 90, c'est un entraîneur norvégien qui est arrivé en France, donc dans les années 90, et qui avait peut-être amené indirectement cette culture-là. Donc, mais c'est vrai que c'est un monde idéal, finalement, où tu peux aller poser, parce qu'un scientifique va avoir la capacité d'expliquer ce que toi, tu observes sur le terrain, que tu ne peux pas comprendre comme ça. Et quand ça marche dans ce sens, bien sûr qu'il faut s'appuyer dessus. Quand ça marche en disant à l'inverse, on a testé ça comme protocole, ça a marché, donc il faut faire comme ça, j'y crois un peu moins. Et c'est une approche générale à avoir, je trouve, dans l'entraînement, à partir du moment où tu penses que tu as raison, que tu veux prouver quelque chose. Pour moi, tu es à côté de la plaque, il faut rester humble par rapport à tout ça, quoi. Ouais, 100% d'accord, parce que tu peux voir les plus beaux protocoles. Si dans ton panel de 10 ou 12 personnes, pour que ce soit significativement statistiquement valide, bah en fait, si par le hasard, ce qui est possible sur 10-12 personnes, tu as 10-12 personnes avec tel profil, bah, ça va marcher sur eux. Toi, tu as un groupe avec totalement profil opposé. Tu te dis, mais non, mais moi, ils perdent en perf. Il faut vraiment essayer d'aller s'adapter à chaque personne que tu as en face de toi. Alors, certes, des protocoles peuvent te guider sur des choses qui peuvent fonctionner ou pas, mais il faut rester quand même vigilant, parce que la science, ça coupe beaucoup de choses pour pouvoir mesurer une seule donnée. Et nous, dans l'entraînement, on ne peut pas couper tout ça, quoi. Bah, c'est justement la science, l'intérêt, c'est d'isoler une donnée pour essayer de voir en quoi ça agit. Et l'entraînement, c'est de surtout pas isoler une donnée, je trouve, c'est de tout prendre dans l'ensemble. Et tu vois, c'était une anecdote, parce que je trouve ma méthode, elle m'a aussi construit à partir de ça. Quand je m'occupais de préparer les skis, que j'avais la responsabilité, on était une équipe, on faisait beaucoup. C'était presque une méthode scientifique, c'était de l'essai-erreur. On avait un protocole standardisé pour pouvoir nous adapter sur un environnement mouvant, etc. etc. Et j'avais attaqué à bosser avec le labo de tribologie à Lyon. Donc c'était Stéphane Benayoun. Je pense pas qu'il nous écoute, mais à ce niveau-là, et c'était super intéressant. On est allé au labo de tribo, et lui, il nous avait dit, on avait fait un projet de recherche, il avait mis des gens dessus pour expliquer la glisse, pour tester des trucs.
Et quand j'avais discuté avec lui, il m'a dit, mais ce que vous faites sur le terrain, en théorie, ça peut pas marcher. Sur la semelle des skis, on va pas faire trop long sur le fartage, il n'y a rien de plus hydrophobe que le PUHD, donc c'est pas possible qu'en ajoutant les additifs, ça glisse plus que la semelle. Puis on lui expliquait, si. Et lui, il nous disait pas qu'on avait tort. Il disait, je sais pas l'expliquer, il faut que je le comprenne. Et je trouve que cet échange avec des scientifiques, c'est intéressant, mais c'est le jour-là où j'ai pris du recul par rapport à ça en disant, il vous donnait des pistes, et dans ce qu'il nous a dit, il nous a apporté aucune solution. Mais par contre, des pistes de réflexion dans l'échange pour aller plus loin, et je le prendrais vraiment comme ça. Ouais, et des fois, la science ne sert presque qu'à ça. C'est amener aux gens qui sont sur le terrain des pistes de réflexion pour voir de nouvelles choses qu'on n'avait pas forcément fait attention. Ou essayer d'améliorer certains process en disant on ne sait pas comment ça marche, mais attention, parce que cette donnée, on a vu que dans telle ou telle condition, ça fonctionne. Toi, t'en es où? J'avais même pas pensé. Quoi. Et là, c'est important d'avoir ce rapport-là. Ouais, puis après, je sais pas si on va refaire longtemps sur la science, mais tu vois, on a les niveaux de preuve. C'est pour ça que le modèle EBP n'est pas applicable en soi, parce que pour l'entraînement, je parle pas pour la santé, bien sûr, je reste à ma place, mais le niveau de preuve d'une méta-analyse, c'est une chose, mais je trouve que tu vas trouver parfois des choses intéressantes dedans, et parfois, dans une étude de cas, tu vas trouver des pistes, mais tu dis, lui, il était à peu près dans le même cas, tiens, il a fait comme ça, merde, j'y ai pas pensé, tiens, j'essaye, tu vois, et il faut juste prendre l'info où on en a besoin, quoi. Je suis complètement d'accord. Donc, on va discuter un peu endurance, ça te va? Ouais. Si tu veux je sais pas si je suis à l'aise pour en parler. Non, mais oui, vas-y. Si tu veux qu'on parle d'autre chose, on peut. Est-ce que l'endurance, c'est un facteur à améliorer chez tous les sportifs? Quelque part, oui. Pas forcément au sens traditionnel sur les efforts aérobies, les choses comme ça. C'est des outils pour améliorer l'endurance, mais à moins que le compétiteur ait une seule compétition à faire dans l'année, mais ne serait-ce que pour tenir une saison ou pour encaisser l'entraînement pour progresser, bien sûr que l'endurance doit être améliorée. Et c'est pour ça que c'est pareil, je trouve qu'il n'y a pas de qualité reine entre la force et l'endurance, parce que effectivement, la force peut être perçue comme une qualité reine, mais c'est-à-dire que tu fais une rep, et finalement, à partir de 2 reps, tu as déjà de la répétition. Donc, est-ce que c'est pas l'endurance, la qualité reine qui te permet je provoque en disant ça, de répéter? Mais je pense que l'endurance physique, mentale, en tout cas pour avoir de la consistance à l'entraînement, bien sûr, ça peut être amélioré. Chez tout le monde, ouais. Comment on s'y prend de manière générale? Elle est là, celle-là. C'est dur, hein. Toi, ça serait dur pour moi. Le rugby, je connais pas, par exemple. Le judo, je connais pas, de dire comment il faudrait faire. Après, si on devait résumer de manière générale, je pense que le premier point, c'est en manageant intelligemment la charge d'entraînement, finalement, pour pouvoir tenir sur la durée. Donc, c'est vraiment, pour moi, le premier point à faire. Et qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur de l'entraînement? Mais je trouve que pour être endurant, de manière générale, il faut se laisser une marge de manœuvre dans les séances et pas toujours finir au carton, et ça, quels que soient les sports, en fait, finalement. Donc, je le prendrais en organisant la charge harmonieusement et intelligemment. C'est les principes d'alternance, les principes de base, mais j'irais comme ça. Quel que soit le sport, c'est la réflexion que j'aurais en me disant, est-ce que ce que je mets en place là, c'est encore tenable dans 6 semaines? Oui, non. Ou est-ce que si je sais que c'est pas tenable dans 6 semaines, c'est que c'est un parti pris que j'ai fait, mais il faudra que je m'en occupe derrière, quoi. Ouais, quand on arrive à réguler sur le long terme. Quand tu as des sportifs qui viennent te voir, alors on va parler de sportifs de course à pied pour que ce soit plus facile, qui te dit, voilà, je cours 2 fois par semaine 5 bornes pour me vider la tête, et là je veux faire un marathon dans 3 semaines. Est-ce que c'est faisable? Non. Oui, en sécurité, non. Ouais. Et justement, comment est-ce que toi, tu vas accompagner ces sportifs-là? C'est vrai que sur les amateurs, je vais différencier la partie sur la prépa physique sur des athlètes de haut niveau, mais sur les amateurs, j'ai vraiment tous les profils. Donc j'ai des débutants, des marathoniens, des UTMB, des gens qui font même top 30 sur une CCC, par exemple. Donc c'est un bon niveau sur UTMB, ou 10e ou 90 du Mont Blanc. Donc j'ai vraiment tous les niveaux. Pour en revenir à la question de base, quelqu'un qui vient me voir et qui me dit je cours 2 fois par semaine, je vais dire je ne bosserai pas avec toi. Ou alors il faut que dans l'absolu on puisse passer à 3, enfin s'il veut faire un marathon, mais à 2 en tant qu'entraîneur sur de l'endurance, je ne vais pas lui apporter grand chose. Je vais juste lui dire si tu veux progresser, il suffit simplement de rajouter une 3e séance et tu vas déjà progresser. Et je ne vais pas t'amener grand chose à faire sur le coup. Donc c'est aussi là-dedans. Et sur un marathon, alors bien sûr qu'on aura toujours des contre-exemples que quelqu'un en courant 2 fois par semaine, il va pouvoir faire le marathon 3 semaines plus tard. Ça va exister.
Bien sûr. À quel prix, je sais pas. Des fois, ça passera, des fois, ça passera pas. Mais dans l'absolu, mon rôle d'entraîneur, pour aller dans ta question, hein, chez les amateurs, ça va être plutôt de leur dire comment on progresse et comment, pour progresser. Parce que le volume, enfin la fréquence en premier lieu et le volume, c'est comme des paramètres de perf en endurance. Comment on va en ajouter petit à petit, en gardant en tête que ça doit être tolérable pour la personne, mais pour progresser. À 2 séances par semaine, on ne fera pas grand-chose. Hein. Ok. C'est de l'entretien, même pas de développement, quoi. Ouais. Mais j'ai eu le cas même sur des gens qui font d'autres sports à côté et qui m'ont dit j'ai ça comme objectif, est-ce que tu peux m'aider? J'ai 2 séances de course par semaine. Je préfère leur dire achète le bouquin, prends un protocole, fais-le. Parce qu'en tant que coaching, je vais rien te dire de plus, tu vois ce que je veux dire. C'est l'approche que j'ai, en tout cas, je sais pas si c'est la bonne, mais c'est la mienne. Non, mais je suis d'accord. En fait, en dessous d'un certain volume de travail, ça servira pas à grand-chose de modifier X ou Y séance. Donc, si jamais tu as un sportif, comme je disais, amateur, qui veut travailler, peut-être pas faire un marathon, c'est un exemple comme ça, qui veut développer sa capacité aérobie ou sa puissance max aérobie ou sa capacité d'endurance de manière très large, est-ce que toi, tu l'accompagnes? Et si oui, comment? Qu'est-ce que tu mets en place d'abord? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu t'y prends? Je vais vraiment jouer sur le fait, et toi, c'est même le bon exemple, les deux séances par semaine, parce que j'ai une fille qu'on a commencé par là, mais elle avait un projet d'en mettre plus, et ça a pris 22 mois. 22 mois plus tard, elle avait pas fait de sport depuis longtemps, elle faisait le marathon de Paris, en 4 heures, en plus, c'était bien. Mais on n'était pas resté à 2, on était parti à 4 ou à 5. Donc, pour augmenter cette capacité-là, je pense que ça va dépendre du temps que la personne a à disposition, de ce qu'elle fait à côté, aussi comme autre activité éventuelle ou pas. Sur les profils que je peux avoir, j'ai vraiment, je te dis, jouer sur le levier de la fréquence en faisant courir une fois de plus dans la semaine, par exemple, ou rouler si c'est du vélo, mais j'ai peu de cyclistes. Et déjà, pour augmenter ça, c'est le premier facteur. Après le volume, essayer d'allonger un peu les durées, et après seulement l'intensité. C'est vraiment le dernier paramètre sur lequel je vais agir, parce que si tu mets de l'intensité au début, forcément, tu vas progresser vite. Et je dis souvent, n'importe quel blaireau, il fait monter quelqu'un en forme en un mois, c'est facile. Mais est-ce que ça va tenir dans le temps? Je ne suis pas sûr. Donc, et j'ai quand même une approche de sécurité des gens qui me font confiance, par exemple. Et j'ai déjà eu des cas des gens qui voulaient préparer un ultra en 1 an, qui n'avaient pas d'expérience. Et moi, j'ai refusé. J'ai dit, soit on prend 3 ans, soit on ne fait pas. Parce qu'au-delà des blessures à l'entraînement, tu envoies quelqu'un en milieu montagnard. S'il n'est pas habitué en plus, il faut quand même qu'il prenne de l'expérience. Parce que le jour J, ça ne se passe jamais comme on veut, on ne va pas se mentir. Donc, plus il aura d'expérience, mieux ça sera pour lui dans ce cas-là. Et toi, Adrien Séguré, que tu avais reçu dans l'épisode, c'était chouette. Il prenait l'exemple. Tu vois, il disait dans le trail, c'est plus un sport de vieux. Moi, je la résume, hein, mais les jeunes sont bons. Mais c'est parce que peut-être qu'ils s'entraînent depuis plus longtemps que ce qu'il y avait avant. Donc ça reste des années d'expérience. On peut être très bon en sport d'endurance quand on est très jeune. Le record du monde du marathon, alors, malheureusement, il est décédé, mais il était jeune aussi. Parce que peut-être qu'il s'est entraîné plus, ou au-delà du fait qu'il soit doué, peu importe, depuis plus longtemps. Il y a plein de facteurs comme ça. Donc, mais il faut... le premier truc que je vais avoir en tête si quelqu'un me sollicite, c'est OK, quel créneau t'as, comment ta vie elle est organisée, et comment je peux t'accompagner en sécurité. C'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Ok, super intéressant. Je fais une parenthèse pour te poser une question curieuse. Est-ce qu'on peut battre le record du marathon sans être dopé? Ils ne sont pas fait choper. J'aime bien ta réponse. Alors, tu vois, non, mais ça amène à plein de questions. Tu vois, moi, le discours, tous les sportifs de haut niveau sont chargés, c'est pas vrai. Par exemple, moi, pour côtoyer et bosser avec un champion olympique, je peux dire qu'il n'était pas chargé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce qu'on peut le battre sans être dopé? Je sais pas. Est-ce qu'on peut aller de plus en plus vite sur certaines épreuves, alors que ça a été avéré qu'à l'époque, ils étaient chargés comme des mules? Ça me pose plus de questions, mais c'est délicat comme sujet. Après, il y a un amateur master de 50 ans en athlée qui s'est fait choper. Donc, tu vois, le dopage, il y a plus de dopage dans le sport amateur que professionnel, il faut le savoir. Dans le trail... Dans les sports de manière générale. Et tu vois, ce qu'il faut se dire quand même, c'est qu'un sportif de haut niveau, ça ne veut pas dire que ça protège de tout, mais il va y avoir le suivi Adams, il va être contrôlé. Tu vois, Jazz, à l'époque, c'était 8 fois dans l'hiver. Donc, plus hors de la saison et tout, en amateur, et surtout dans les disciplines qui ne sont pas olympiques, donc pas un statut de haut niveau, par exemple. Il y a 3 contrôles qui traînent. Et toi, j'ai eu l'anecdote, je dirais pas
dans quel sport, mais j'en discutais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps, une fille qui s'était fait choper en haltéro, elle concourt dans une autre discipline Ouais. qui est pas délégataire, qui n'est pas la fédé. Mmh. Mais c'est moche. Oui, C'est honteux. Enfin, ouais, franchement, c'est des gens qui devraient être rayés à vie Ah ouais, de toute discipline. bah, bien sûr. Et On sait qu'il y a surtout, des effets long terme. ah bah ouais, surtout qu'il ne devrait pas avoir possibilité. Alors, on a le droit à l'erreur hein, aussi, évidemment. sûr. Mais purger les suspensions et pas pour intégrer des staffs. Mmh. Enfin, c'est quelque chose qui est important. Ça, je suis d'accord. L'exemplarité n'y est plus. Ok, donc tu bouges l'intensité pour revenir en dernier. Bouger l'intensité, en fait, c'est pour apprendre au corps à s'adapter lentement et qu'il n'y ait pas de blessure, c'est ça? Ou Ouais. réduire en tout cas les risques. Ouais, et puis aussi, pour se remettre dans le sportif amateur, moi, je bosse beaucoup, enfin, même chez les en haut niveau d'ailleurs avant, je suis beaucoup à travailler par observation. C'est-à-dire que je mets en place un truc qui est pas trop dur au début, je regarde comment la personne réagit, tiens, ça passe. Ok, je regarde si je peux en rajouter. Ben non, si je peux pas en rajouter, quel curseur il me reste? Ben, il me reste le curseur d'augmenter la durée ou d'augmenter l'intensité. Alors bien sûr que des fois, je peux mettre chez quelqu'un qui a un peu de passif directement de l'intensité, hein, mais c'est pas le premier truc sur lequel je vais aller agir directement. Et j'en parle souvent avec deux personnes que tu as reçues, Loïs, Robin Monaco et Fred, sur le fait d'observer. Enfin, pour moi, pour Loïs aussi, on parle souvent... tu mets un petit truc, tu dis, tu laisses 2-3 semaines passer. Le premier cycle, il est toujours facile. Ok, bah ça passe. Tu trompes un peu la personne. Non, je dis ça en rigolant. Puis après, ça attend un peu plus dur, mais il y a un peu de ça quand même. Ouais, tu vois la réaction en fait. Ouais. Tu vois, si déjà sur une prog relativement simple, je fais exactement la même chose sur les amateurs. Ouais. Un peu moins sur les sportifs de haut niveau généralement. Mais oui, tu le vois vite. Enfin, tu vois très vite les retours. Moi, je demande beaucoup les retours de séance à chaque exo et tout. Ouais. Et vraiment rédiger, pas juste un RPE. Parce que la façon dont la personne va rédiger son retour, quand tu es en distanciel, si je suis en présentiel, c'est facile, mais quand je suis en distanciel, juste les phrases, le vocabulaire qu'il utilise, tu sais exactement ce qui se passe dans sa tête. Et là, tu peux dire, ok, bon, j'ai jaugé, et maintenant, on va pouvoir construire, quoi. Mais ces 2-3 premières semaines, je suis d'accord que totalement essentiel. Et après, je te rejoins sur les sportifs de haut niveau, parce qu'il y a quand même quelque chose, c'est au-delà du fait qu'ils s'entraînent tout le temps, ils s'adaptent vachement vite. Donc, tu peux pas des fois trop te permettre d'allonger le truc sur un amateur à 3, 5, 6 séances par semaine. Même 6 séances d'entraînement, c'est beaucoup pour un amateur, mais c'est pas une fréquence d'athlète de haut niveau, tu vois. Donc, c'est clair. Et donc, pour continuer, donc, quand tu prends un sportif amateur, intensité, d'accord, quelle méthodologie tu choisis? Est-ce que tu vas les mettre sur de l'intermittent, du continu? Est-ce que tu fais varier? Comment est-ce que tu t'y prends sur ça? Et comment est-ce que tu choisis? Alors, il y a un truc, c'est pas dans les bouquins, c'est pas forcément même dans le mien, mais c'est le caractère de la personne. C'est un truc con, mais t'as des gens qui vont aimer quand c'est punchy, donc je vais leur en donner. Alors, sachant que sur les séances de très haute intensité, type PMA, peu importe comment on peut les appeler, c'est coûteux nerveusement. Donc, chez quelqu'un qui bosse 30-35 heures par semaine, j'en abuse pas trop. Mais c'est le caractère, ça va quand même faire aussi, mais de manière plus générale sur l'organisation de l'entraînement. Tu vois, je vais avoir des gens qui aiment beaucoup avoir une planif qui est plutôt linéaire parce qu'ils ont un rythme de vie, etc. Et ça leur va bien dans leur caractère. Et j'en ai, au-delà du boulot qu'ils ont, leur caractère, ils aiment bien passer par un gros bloc et démonter, récupérer. Et c'est pour ça qu'entre une planif linéaire ou ondulatoire, il n'y a pas un modèle qui prévaut sur l'autre. Et je trouve que le caractère de la personne, c'est même ce qui te permet de te dire ça va être intéressant. Et ça ne veut pas dire que chez quelqu'un qui a plutôt quelque chose de linéaire, de temps en temps, tu vas pas implémenter quelque chose, etc. Ça peut inverser. Et c'est le même raisonnement sur la haute intensité, même si, de mon point de vue, chez le sportif amateur, l'enjeu, c'est plutôt entre les deux, sur la haute intensité, hein. C'est plutôt entre les deux seuils parce que ça correspond à l'effort d'endurance, en fait, en compétition, finalement. Parce qu'il ne faut pas oublier que on prépare les gens à une performance en compétition. Et la performance peut être, elle est individuelle. Ça peut être d'être champion du monde ou ça peut être de terminer le marathon, mais à leur propre performance, avec leur propre niveau, leurs propres outils. Et le travail est quand même souvent entre... Moi, j'appelle ça le tempo. Alors, je l'ai pas inventé, hein. C'est vieux comme le monde, mais ça me parle bien. C'est vraiment ce travail un peu entre les deux seuils, où tu tournes un peu autour. Et ça serait ce que je voudrais faire tout le temps à tout le monde, mais ça marchera pas tout le temps, toi. Est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui ne connaissent pas forcément ce que c'est les seuils? Ouais, j'ai essayé de faire la vulgarisation simple.
en fait, il y a l'effort, il faut se dire en endurance, mais dans n'importe quel effort, mais je vais l'illustrer avec l'endurance. On a donc deux substrats énergétiques, les glucides et les lipides, pour la faire simple. La voie glycolytique, c'est la voie qu'utilisent majoritairement les glucides, et la voie oxydative, majoritairement les lipides. Pour faire très très simple, les deux sont toujours utilisés, mais on parle de majorité. La troisième fois, phosphocréatine, elle est en toile de fond, on sait qu'on s'en sert, on s'y intéressera pas pour l'explication. Et en fait, la voie glycolytique est très puissante, mais très peu économe. Et la voie oxydative est très économe, mais très peu puissante. Et en fait, quand on fait un effort, plus il va s'intensifier, plus pour pouvoir maintenir l'allure au bout d'une certaine durée ou accélérer, plus on va avoir besoin de quelque chose de puissant. Donc la voie glycolytique, donc c'est un continuum, c'est comme une table de mixage, comme plein d'exemples. Elle va prendre de plus en plus le pas jusqu'à arriver, quand on se rapproche de VO2 max, à ce qu'elle soit très très majoritaire. Ce qui fait que quand on se rapproche de VO2 max, on arrête l'effort, on ralentit parce qu'on n'est plus assez économe. Et en fait, les seuils, c'est des points de rupture dans cette utilisation des substrats énergétiques. Donc le premier seuil, ça veut dire qu'on commence à faire prendre le pas à la voie glycolytique. Et le deuxième seuil, c'est quand c'est vraiment majoritaire. Mais les seuils, c'est pas gravé dans le marbre parce que l'effort, c'est comme les fibres rapides, fibres lentes, on se sert des deux, c'est le principe de Hedman, c'est toutes ces choses-là, c'est-à-dire que c'est une zone à peu près où ça témoigne de ce mix-là. Donc le premier seuil, c'est l'effort qui commence à être dur, et le deuxième seuil, c'est quand ça commence à être très dur. Pour le faire très simple. Je ne sais pas si c'est bien expliqué. Mais... Ouais, moi j'ai bien aimé l'explication en tout cas. Ça va. Et comment est-ce que tu les repères sur le terrain si tu n'as pas d'analyseur de gaz, par exemple? Tu peux avoir les tests lactate, mais tu n'en as pas non plus. Ah, moi j'ai rien. En vrai, tu les repères, et moi je bosse beaucoup à la sensation, et surtout avec les gens. Ce qui peut aider aux gens à savoir s'ils sont au premier seuil ou au deuxième seuil, c'est la capacité à parler. Il y a aussi le RPE, mais la capacité à parler, je pense que nos parents qui faisaient du sport utilisaient déjà ça. Et je vois pas pourquoi ça serait plus actuel, parce que c'est en lien avec la fréquence respiratoire, et la fréquence respiratoire, c'est en lien avec la pompe, avec la fréquence cardiaque. Donc, c'est-à-dire, si tu parles très très facilement, même facilement, tu vois, comme on est en train de faire là, je reprends un peu mon souffle, tu sais que tu te situes à peu près autour du premier seuil, on va faire ça comme ça. Quand tu peux dire 3-4 mots, tu reprends ton souffle, tu es un peu entre les deux, et quand tu peux dire que 2-3 mots, même un ou deux, c'est que tu as passé le point de rupture et que tu n'as plus envie de parler. Et ça, en vrai, c'est quelque chose qui fonctionne. Après, tu peux faire des pourcentages de fréquence cardiaque, tu peux faire plein de choses comme ça, mais chez quelqu'un qui ne veut pas se prendre la tête, ça marche bien. Et si on parle de RPE, alors c'est différent, parce que c'est quand même pas lié avec les seuils, mais pour une intensité globale d'effort, sur un effort d'endurance, de 1 à 4, c'est un effort qui est plutôt facile à modérer, qui devrait se situer vers le premier seuil. De 5 à 7, c'est un peu entre les deux. Au-delà de 7, on passe sur au-dessus, mais je le ferai pas en lien avec les seuils, tu vois, c'est plutôt la difficulté d'effort. Mais en gros, pour la faire simple, moi j'aime bien, c'est un effort facile, un effort moyen, mais qui reste à peu près facile, et un effort dur. Et dans l'effort dur, tu vois, ça répond à ta question d'avant. Polarisé ou pyramidal, on s'en fout. C'est qu'est-ce que tu mets, tu sais que c'est dur, que ça coûte, ce que tu as besoin de travailler, tu le mets à ce moment-là, quoi. Tu as lu Véronique Billa un peu, non? Oui. Et je l'ai entendu en plus il n'y a pas longtemps, donc ça m'a refait une mise à jour. Ok, ouais, super intéressant. C'est en fait, on utilise généralement un jargon un peu aussi, et les gens ne savent pas forcément ce que c'est, donc c'est bien de reparler des seuils, etc. Parce que certains ne sont pas spécialisés dans l'entraînement d'endurance. Ça peut être sympa. Et j'aime bien le code couleur. Ouais. Tu vois, vert c'est facile, bleu c'est modéré, orange c'est explosif, et rouge c'est intensif. Et mon code couleur, en plus, le pire c'est que c'est pas du tout celui des montres. Parce que les montres, c'est le bleu facile. Et je vais te dire l'anecdote pourquoi. Tellement tu es conditionné par ce que tu as fait. Parce que le phare des skis, le vert est plus froid que le bleu. Et j'ai toujours raisonné comme ça dans ma tête depuis 10-15 ans. Okay. Donc désolé ceux qui lisent le livre et qui disent mais il est con parce que c'est pas comme dans les montres. On a l'explication. Voilà. C'est peut-être les montres qui sont pas assez au fait. Ça je sais pas, j'irai pas dire. Mais... Ok, super intéressant. Quand tu vas programmer une séance, comment est-ce que tu t'y prends? Quel marqueur tu vas utiliser? Et comment est-ce que tu sais ce que tu vas adapter sur la prochaine séance ou la séance en cours? Comment je sais ce que je vais adapter? C'est l'échange avec la personne, tu vois. Ouais. Alors toi, tu passes par les commentaires sur les séances. Moi, j'aime bien regarder le RPE dans un premier temps. Et j'aime pas le regarder à la séance. Je trouve qu'on tire jamais rien d'une séance. Enfin, de mon point de vue, en regardant isolé. J'aime bien me dire, j'ai une tendance. Et
mon code couleur me sert à ça, que le bleu ou le vert soit bon ou pas, je m'en fous. Si je vois plein de bleu et de vert, et de temps en temps un rouge, je me dis ok, bah, c'est à peu près comment je programme. Si je vois du orange qui commence à venir plusieurs jours de suite, je me dis il y a un truc qui couille, pardon pour l'expression, il faut un peu changer. Donc voilà comment j'adapte. Et après, il y a la discussion. Moi, j'échange beaucoup. C'est via Telegram, mais ça peut être avec autre chose, avec les gens que j'ai. C'est eux qui me contactent, ils me disent je vois les infos, je vois un truc bête sur Strava. Tu vois, moi, Strava, je m'en sers, j'allais me supprimer parce que la bêta intelligence, ça me saoulait. Donc j'avais tout supprimé et j'ai remis parce que j'aime bien mettre des conneries et lire les conneries de ce que les gens que j'entraîne font. Et ça me donne quand même des fois des infos. Je vais pas regarder dans le détail, mais le titre de la séance qu'ils met sur Strava, ça me fait rire en général. Enfin, ça me donne des infos. Ouais, tu sais ce qui se passe. C'est des humains. Ouais. Et comment je décide après l'orgasme, c'est que, en fait, sur un sportif amateur, je périodise beaucoup, je planifie très peu et je programme beaucoup. Pour la faire simple, j'ai des périodes, mais tant que les retours sont bons, bah, je continue dans le protocole ou je fais un protocole assimilé. Puis si je sens qu'il y a besoin de changer, je suis à peu près dans cette période-là, bah tiens, on va changer, mais à 2 semaines près, je le sais pas à l'avance. Tu vois, c'est un truc comme ça. Et je programme beaucoup chez l'amateur parce que à la semaine, j'ai obligé avec un boulot, avec des gamins, avec des choses comme ça, de faire ça, de faire rentrer l'entraînement dans la semaine pour que ça soit tenable. Et je planifie peu sur le coup parce que je peux pas dire de semaine 1 à semaine 8, on va faire ça. C'est plutôt sur cette période de 2-3 mois, on va faire ça à ce moment-là. Les objectifs généraux, mais pas en détail, quoi. Ouais. Et ça, j'en suis... À la Fédé, je planifiais beaucoup plus, parce que c'est plus simple aussi. Hein. En plus, il faut se dire que t'as un staff sur les juniors, on était 2 sans les kinés pour 5 athlètes, donc c'est sûr c'est facile. Ouais. Et ils ont que ça à faire de leur vie, donc ou presque, hein, c'est un peu plus facile. Chez les amateurs, il y a tellement de choses qui font que ça peut changer. Déjà, c'est un sportif de haut niveau, je le fais moi. Et donc, du coup, pour faire... moi, je crois beaucoup, en tout cas, mais encore plus chez les amateurs, au principe de la surcharge progressive. C'est-à-dire que tu vas prendre une intensité, et moi, si je veux faire progresser quelqu'un, je dis pas que c'est la seule méthode, hein, mais c'est le meilleur compromis bénéfice-risque, on va dire comme ça. Moi, je vais pas chercher à augmenter son intensité d'une séance à l'autre. Je vais prendre une intensité, ça peut être une allure, ça peut être ce que tu veux, et je vais vouloir me dire, la première séance, il va y passer 10 minutes, et la deuxième, il va y passer 15 minutes, et 20, je schématise. Ah ouais. Je crois beaucoup à ça. Ce qui fait qu'en plus, en faisant ça, c'est un gros avantage, c'est que ton volume augmente mécaniquement et progressivement, et que même à haute intensité, souvent en milieu de protocole, chez un amateur, par exemple, je le mets en milieu de semaine, parce que ça prend 1 heure, etc. Et après, ça fait office de sortie longue quand tu arrives le week-end, parce que ça augmente aussi mécaniquement le volume. Donc, en gros, pour te la donner, je raisonne beaucoup comme ça. Et après... par exemple, on va prendre le travail de tempo que je disais entre les 2 seuils. Bah, soit je peux le faire sur un protocole, je l'appelle Chronos, mais qui est inspiré de chez Strong First de Fabio Zonin, d'ailleurs, en échelle de 6-2, de 4-6, avec toujours RPE 7, etc., une surcharge progressive là-dedans. Soit, selon le profil de la personne, je vais faire du RPE. Un 5-6-7. Et en fait, quand j'entraîne, je me dis comment je vais poser assez de problèmes à la personne, mais ça, quel que soit le niveau, pour l'aider à progresser, mais pour qu'elle arrive à trouver les solutions elle-même sans la mettre à l'échec tout le temps. En fait, à chaque fois, je me dis comment je vais l'emmerder, mais pas trop. Tu vois, donc l'intensité que je choisis, c'est comment je vais arriver à l'emmerder assez pour que elle trouve les solutions elle-même là-dedans. Et tu vois, sur une séance SP d'intensité, si elle est ratée, pour moi, c'est une séance qui ne s'est pas passée comme prévu sur le papier, c'est pas une séance ratée. C'est une séance où, tiens, ce jour-là, ça pouvait aller moins bien. Au jour-là, tu t'es un peu enflammé. Écoute, tu le sauras, hein, faut d'après. Ouais, ça t'a donné des informations. Ouais, moi, j'aime bien. Tu vois, je suis pas à l'aise avec le principe de sortir de sa zone de confort. J'aime bien l'élargir, tu vois. Tu as écouté Secret d'entraîneur avec Jonathan Bellegros, non? Non, pas encore. Ah. Parce qu'il parle de l'élargir ou de la sortir. Ah, mais c'est écrit dans le livre. J'ai fait l'épisode avant le livre. Ah. Je plaisante, je sais pas. Mais oui, il disait ça et je trouvais ça très intéressant, justement. Parce que si tu sors de ta zone de confort, finalement, tu es en danger. Ouais. Pour moi, ouais. Se mettre en danger dans un monde incertain, chez un sportif amateur ou professionnel, est-ce que c'est toujours bien? Je suis pas sûr, tu vois. Bon, après, je te dis ça, quand j'ai quitté mon boulot, je vais bosser au Black pour un truc de 5 mois, mais il faut pas se mettre en danger trop souvent. Et à l'entraînement, qui doit rester un plaisir chez les amateurs, tu vois, le no pain, no gain, c'est le truc qui me parle le moins au monde. Alors bien sûr que des fois, tu dois aller charbonner, tu dois faire des séances, c'est pas facile. Il y en a,
moi, j'aime bien courir, donc je m'entraîne. Mais il y en a, quand ils préparent certaines courses, j'y amène progressivement. Je me dis, j'aimerais pas être à leur place, hein, parce que je suis vraiment un con avec eux. Mais Ouais. c'est comment je vais les emmerder à ce moment-là pour qu'ils en tirent quelque chose pour après. Mais si j'emmerde quelqu'un dans l'entraînement, bah derrière, je lui donne quelque chose de cool derrière à faire les jours qui arrivent, quoi. Ouais, je comprends très bien. Tu parlais pas mal d'entraînement polarisé. Mhm. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est Ouais. pour ceux qui connaissent pas? Bah, en fait, c'est vieux comme le monde, hein. Tu vois, la zone 2, on a l'impression Mais c'est à la mode. Ouais, c'est à la mode, mais on a l'impression qu'Instagram l'a donné. Et j'ai pas eu le temps de le faire, mais quand on avait 15 ans, qu'on était cadet, c'était déjà du 80-20. Enfin, franchement. Donc, pour faire simple, polarisé, ça a été appelé comme ça, c'est 80% des séances sont réalisées à basse intensité et 20% à haute intensité. Et dans comment j'ai été formé, parce qu'on entraîne aussi en fonction du sport où on vient. Dans le ski de fond, le raisonnement, c'est pas la durée passée, c'est la séance. Donc, c'est 8 séances sur 10 qui sont à basse intensité et 2 séances à haute intensité. Après, il y a ce qu'on appelle le pyramidal, où c'est toujours 80-20, mais quand c'est polarisé, c'est de la très haute intensité. Donc, généralement, PMA, par exemple. Et quand c'est pyramidal, c'est de l'intensité moyenne. C'est du seuil, on va l'appeler comme ça. C'est pas important de se dire le modèle pyramidal, est-ce qu'il est supérieur au polarisé? C'est est-ce que la discipline demande plutôt de travailler au seuil ou entre les seuils ou plutôt à très haute intensité? Est-ce que le profil de la personne nécessite plutôt de travailler à PMA ou entre les deux seuils ou au seuil? Est-ce qu'au mois de janvier, il vaut mieux travailler pour cette personne-là au seuil ou à PMA? Est-ce qu'au mois de juin, c'est toujours valable? Donc, mais pour que ça soit tenable dans le temps, c'est un système qui marche bien, c'est que 80% du temps, ça reste de la basse intensité. Et c'est Stéphane Boutiot, le directeur d'équipe de France de biathlon, qui était ancien entraîneur à Martin Fourcade à l'époque. Lui, il disait que c'était un système à 90-10 même. Tu vois, un truc comme ça. Et sur ce qu'on voit du terrain, et ce qui a pu ressortir dans les études, sur le coup, comme ça, c'est intéressant d'en lire, hein, c'est que la différence entre un sportif, dans les sports d'endurance, attention, de niveau moyen, pas de bon niveau, mais moyen et un élite, c'est pas la haute intensité, c'est la part à basse intensité. C'est-à-dire qu'en gros, ils avaient fait ça chez les skieurs norvégiens et chez les marathoniens, je me demande si c'est pas Via Véronique Bia d'ailleurs. D'accord. En gros, le volume à haute intensité était le même, mais ce qui était meilleur, c'est qu'ils rajoutaient aussi pas mal de basse intensité par-dessus. Et si tu t'intéresses à la fameuse pyramide de Seller, des besoins dans les sports d'endurance, qui est intéressante, hein, qui n'est pas applicable toujours en l'état pour les amateurs, mais qui est super intéressante, le facteur de progression numéro 1, c'est le volume et la fréquence d'entraînement. Et en fait, il suffit juste de comprendre un truc, c'est que si tu t'entraînes à fond tous les jours, tu pourras pas avoir de fréquence parce que tu vas péter, mentalement, nerveusement, tout ce que tu veux, et tu pourras pas y passer des énormes volumes. Donc si tu veux respecter ne serait-ce que cette base-là, bah, tu es obligé de mettre beaucoup de basse intensité. Et le raisonnement que je peux avoir, moi, c'est tu as des séances, entre guillemets, clés, même si c'est pas la séance qui change la vie, qui sont les intensités, y compris les sorties longues. Parce qu'une intensité, pour moi, c'est ce que tu peux pas répéter tous les jours. Donc si tu as une sortie longue de 4 heures chez un trailer, s'il peut pas la faire tous les jours, c'est intensif pour lui. Et après, tout le reste, moi, les autres séances, c'est comment je récupère de ma séance plus dure et comment je prépare la suivante. Tu vois, c'est vraiment le raisonnement là, comme ça, à chaque fois. Donc, en gros, voilà le raisonnement. Et ça nous amène même sur la préparation physique et le renforcement musculaire. Le parti que j'ai, c'est que pour moi, le renforcement musculaire... Mais alors là, j'ai même envie de te dire, chez des sportifs de haut niveau, comme je peux avoir, et même chez quelqu'un là qui a fait une Coupe du Monde de ski de fond, qui est au Mondiaux U23 en ce moment, c'est que la muscu doit pas avoir une intensité trop élevée. Ça doit plutôt être une intensité moyenne pour pas trop entamer le nerveux. Ou si tu vas sur une muscu qui est coûteuse nerveusement, tu fais le choix de minorer ta haute intensité à côté. Tu vois, c'est à peu près ça. Donc le renfort, ce que je pourrais conseiller aux amateurs, s'il y en a qui nous écoutent, c'est que ça doit être pas plus coûteux qu'un footing. À peu de choses près, tu vois, pour être dans une répartition 80-20 à peu près. Alors après, c'est pas... ça peut être 70-30, enfin, tu vois, mais globalement... Autour d'eux. Est-ce que ce principe de polarisation, ça vaut aussi pour les sports qui sont pas forcément des sports dits d'endurance? Je pense au sport co, je pense au sport de combat. Sport co, je pourrais un peu plus en parler, sport de combat, absolument pas. Parce que j'ai jamais... évoluer là-dedans, donc j'aime pas parler de ce que... Mais c'est pour savoir si tu avais lu des choses par rapport à ça ou pas. Il y a les Chinois qui avaient fait une étude Wu et je sais pas quoi, sur le modèle polarisé en foot. Alors l'étude était vraiment tirée par les cheveux sur le coup.
Je pense pas dans le sens où la demande de la discipline, c'est quand même répéter les efforts explosifs à haute intensité, c'est pas maintenir un effort constant sur une certaine durée. Donc l'essence même du sport fait que non, pas forcément. Ça veut pas dire que la basse intensité est pas intéressante pour récupérer, pour une basse santé. En fait, je pense sur un sport de combat ou un sport explosif ou un sport co, la basse intensité, c'est ce que le renforcement musculaire est un sport d'endurance. C'est-à-dire, avant un facteur de perf, c'est un facteur de basse santé. Donc en fait, finalement, un sport de combat, c'est très explosif. Donc ton neuromusculaire, il est méga sollicité, mais ton système aéro, alors oui, c'est cardio, tout à fait du jour, je pense que c'est très lactique, mais pas sur des efforts continus, etc. Okay. Donc du coup, tu vas sur une basse santé contrebalancer avec ça. Et finalement, si on est sur une basse santé, un sport d'endurance, c'est plus cardio que neuro, même si effectivement, il faut du muscle pour que ça tienne, c'est pas là la question. Mais du coup, pour rééquilibrer la basse santé, ce que ton entraînement amène pas, tu vas faire du renfo, par exemple, avant la perf. Mais tout à l'heure, tu parlais du renfo, que ce soit chez les amateurs ou des sportifs de haut niveau. Est-ce que améliorer la capacité de force, ça améliore la capacité de course? Selon les études, oui. Dans la vraie vie... Et ton expérience? Ça dépend de qui on parle, je pense. Et finalement, chez un débutant et chez un élite, oui. Parce que le débutant, quoi que tu lui fasses faire, il va progresser. Et ton élite, finalement, au niveau énergétique, il est tellement optimisé que si tu veux qu'il soit meilleur, sans lui rajouter des volumes et des volumes à faire courir, peut-être que la muscu, c'est une super idée sur le coup, et la prépa physique, oui. Chez des coureurs de niveau intermédiaire, c'est plus délicat d'être tranché. Déjà, j'aime pas être tranché. En fonction des profils. En fonction des profils. Et est-ce que à certains niveaux, tu n'as pas meilleur temps de courir une fois de plus ou pas? Toi, c'est toujours la question. Donc, moi, j'aime pas être catégorique sur l'entraînement. Mais bien sûr, il y a des intérêts parce que, en fait, on sait quand même que les fibres rapides interviennent, ils interviennent tout le temps dans l'effort d'endurance, mais surtout quand l'effort s'intensifie. En fin de course, par exemple, sans parler d'accélération, elles vont prendre le relais pour maintenir l'allure. Donc, c'est important de le bosser. Mais ça, tu peux le bosser de plusieurs manières. Tu peux le bosser en salle de muscu, notamment si tu prends les bons tempos, les efforts explosifs. Bien sûr, ton recrutement, il est bon. Mais tu peux aussi le bosser en spécifique quand tu fais de la PMA, des séances de côte. Donc, en fait, le truc qu'il faut choisir, c'est est-ce que j'ai meilleur temps pour aller développer cette capacité-là d'y aller en salle ou d'y aller sur une séance spécifique? Par moment, oui, par moment, non. En fait, c'est toujours pareil. Ça dépend s'il fait beau dehors ou pas, quoi. Voilà. Je vais te faire des réponses de Normand, mais en gros, mais c'est quand même un fact. C'est avancé dans la littérature que c'est une amélioration des facteurs de perf, mais moi, j'y mettrais du recul parce que ça améliore les facteurs de perf chez les très bons coureurs où finalement, ils sont tellement optimisés qu'il faut que vous aillez chercher ailleurs. Et ça améliore chez d'autres gens, mais souvent dans les études, il y en a très peu, à part, j'ai bouffé le nom, mais le Finlandais qui avait fait une étude de remplacer de la course par du renfo. Ça m'intéresse. Si on me dit, et d'ailleurs ça avait été plutôt positif d'ailleurs, si on me dit, dans mon étude, je rajoute une séance de renfo, mais au groupe A et le groupe B, je ne rajoute pas une séance de course, ça m'intéresse pas parce que j'aimerais bien qu'ils s'entraînent pareil, quoi. Ouais, je comprends. Et on parlait de rajouter pas mal de séances, etc. Une chose qui est traumatisante dans la course à pied, c'est les impacts. Est-ce qu'il y a moyen de s'y préparer à ça? Ouais, en étant très progressif dans le spécifique et la course à pied pour commencer, tu vois. Et après, ça revient à la question d'avant. Est-ce que on prend quelqu'un qui prépare un marathon, mais ça, c'est la question à 1 million pour moi. Est-ce que tu protèges plus quelqu'un pour son marathon en l'exposant une fois de plus de manière spécifique à ce qu'il va vivre ou en l'exposant une fois de moins? Et toi, ça dépend aussi des profils. Tu vois, après le renforcement, 95% des gens que j'ai, ils ont du renforcement à faire pour la basse santé. On va dire que ça prévient pas les blessures. J'ai pas besoin de savoir si c'est établi clairement ou pas. Sur une basse santé, travailler la motricité, tu vois, c'est important. Et tu peux pas d'un côté dire... toutes les études, quand on parle de santé, disent qu'augmenter les niveaux de force, ça permet de mieux vieillir, de manière générale. Et de l'autre côté, dire ça prévient pas les blessures. C'est juste que ça te donne un truc pour être en meilleure santé. Tu vois, c'est vraiment mon avis par rapport à ça. Et 95% en fait, et les 5%, c'est 5% d'intermédiaires. Tu vois, pour ceux qui connaissent un peu la course à pied, ça va être des côtes à ITRA à 800 à peu près, et puis un marathon autour de 2h30. Tu vois, c'est des niveaux, c'est pas du haut niveau, mais c'est des bons niveaux. Eux, j'aimerais bien leur en mettre parce que je suis assez persuadé que ça pourrait les aider. Ils veulent pas.
Mais écoute, c'est aussi leur choix, tu vois, c'est leur... Tu vois, en tant qu'entraîneur, tu peux pas, surtout chez les amateurs, leur dire il faut que tu fasses comme ça. Le gars, c'est son projet à lui, finalement. Donc, Oui, mais pour l'accompagner, c'est à lui de faire ses choix définitifs. Par contre, pour en revenir à ça, le renfort est très utile dans un certain point. C'est que si tu as une fréquence de 3 entraînements par semaine et que tu veux passer à 4, bah des fois, et ça je m'en sers souvent, ta 4e séance, au lieu de mettre tout de suite de la course à pied, tu mets du renfort. Et du coup, tu dis, tiens, j'ai une 4e séance. Et après, derrière, tu dis, bah tiens, cette 4e séance, on va faire renfort et un peu course derrière. Et après, par moment, tu vas dire, ben, ça sera plus renfort, ça sera course, ou ça sera encore renfort, tu vois, c'est des choses comme ça. Mais je trouve que le renforcement musculaire, chez le sportif amateur, je recontextualise, devrait pas rogner sur la fréquence spécifique de course à pied chez un coureur, par exemple. Je parle bien sur la fréquence et pas le volume. C'est-à-dire que ta 4e séance, bah, peut-être qu'au lieu d'aller courir 1 heure, si tu fais 20 minutes de renfort ou 30 et 20 minutes de course, tu as quand même sollicité ta biomécanique de course, tes impacts, en émettant un peu moins, et c'est peut-être intéressant. Et j'en ai souvent discuté. Tu vois, le marathon de Paris, l'an passé, j'avais 10 personnes qui l'ont fait. Une dizaine, ouais. Il y a une seule personne où je suis à peu près sûr que si on n'avait pas fait de renfort, elle prenait pas le départ, parce qu'il fallait qu'on gère un souci. Enfin bref, c'était sûr. Les 9 autres, je suis incapable de dire qu'ils en ont tous fait. Hein. S'ils n'en avaient pas fait, est-ce que ça serait allé mieux ou moins bien? Il faudrait être sacrément prétentieux pour te dire. Enfin, tu vois, il faut rester on ne sait pas la part de l'importance. Ok. Et le travail sur tapis de course, est-ce que c'est quelque chose que tu utilises ou pas? Là, j'ai horrifié à titre perso le moins possible. Donc, moi, j'ai fait 1,2 km. Mais bon, en fait, si tu veux... Parce qu'on dit que ça réduit souvent les impacts, etc. Ouais, je sais pas, j'en ai un, tu vois, par exemple, il a fait dans le Jura du tapis de course tout l'hiver. À chaque fois qu'il en fait, il a mal quelque part. Et quand il court dehors, il a pas mal. Je me prends pas autant la tête que ça. Sur ça, en tout cas, c'est que ils ont... Bah, surtout l'hiver, où je les fais croiser beaucoup, ceux qui peuvent. Mais j'ai envie de te dire... Alors, la cinétique de course, c'est la même, pas la même cinématique si tu veux, mais ça reste de la course à pied. Donc, si pour la personne, elle veut aller le faire sur tapis, ben, tant mieux pour elle. Et tu vois, c'est marrant que tu me poses la question. Je lisais un article hier, j'ai pas le nom en tête, mais c'est des femmes à Paris qui ont monté un collectif de course à pied pour courir en sécurité. Et finalement, bah, c'est top parce qu'elles vont courir en groupe. Et peut-être que bah, sinon elles sont obligées d'aller sur le tapis et que peut-être même c'est moins bien que d'aller dehors. Ben, elles ont vraiment malheureusement, j'espère que ça va changer, pas trop le choix. Ou des fois t'en as qui n'ont pas le choix avec le boulot. Il y a plein de contextes. Je me prends pas tant la tête que ça. Enfin, franchement, et même toi, si tu veux faire un test sur tapis ou sur piste, moi de ce que j'ai observé, et encore on n'est pas dans le réglage de précision, hein, c'est pas Jacob qui veut gagner les JO, tu vois, chez les amateurs. Des tests réalisés à VMA sur tapis, j'avais pas des trucs déconnants par rapport à ce qui était fait sur piste. Même si le tapis, il y a l'appréhension, donc je pense que tu perds 1,5 km/h parce que tu as peur de finir dans le mur derrière. Mais ouais, j'ai pas un avis assez pas tranché comme d'hab. Je me prends pas assez la tête pour avoir un avis. S'il veut aller courir sur le tapis, ou elle va sur le tapis, quoi. Pour l'anecdote, je dois avoir une vieille vidéo de moi qui essaie de courir sur tapis. J'étais incapable de courir sur un tapis de course. Mais quand je dis incapable, c'est les bras en l'air, dire qu'est-ce qui se passe, quoi. Alors que je sais courir très bien dehors, mais c'était très compliqué sur les tapis. Parce qu'il y avait cette appréhension, je pense aussi, et ce manque d'habitude où tu te dis pourquoi ça avance sans moi, quoi. Quand j'avais discuté avec Adrien Séguré, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous renvoie à son épisode et je vous le présente rapidement. C'est l'entraîneur des équipes de France de trail. Il me disait qu'il faisait beaucoup travailler aussi sur rameur et sur vélo ou en natation pour ceux qui savent bien nager, pour essayer d'éviter les impacts, mais stimuler ce système aérobie. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu utilises aussi ou pas du tout? Bien sûr, chez ceux qui peuvent et ceux qui adhèrent, tu vois, c'est toujours pareil. Bien sûr. Tu vois, sur ça, les sports croisés, finalement, l'effort d'endurance, tu vois, c'est... la dominante énergétique dans un effort d'endurance, elle est quand même méga importante. Et finalement, que tu la sollicites en vélo ou en ski de rando ou en ski de fond ou en course à pied, si on parle de zone cardiaque ou d'intensité d'effort, ça va te permettre de le solliciter assez facilement. Ça va être intéressant pour décharger un peu les articulations. Ça va être surtout chez les trailers, par exemple, qui ont des sorties longues, des très hauts volumes d'entraînement. C'est sûr que ça fait sens. Et tu vois, l'hiver, par exemple, il y a plein de gens que j'ai, ils ont... De toute façon, je sais que si je leur fais un programme, ça sert à rien, parce que si je leur mets 40 minutes de footing, ils vont les skier 4 heures, donc je leur dis démerdez-vous. Et comment dire,
J'essaie de mettre un peu d'impact de course une fois par semaine pour le maintenir et des fois de le reprogrammer, mais j'ai un système, c'est pas le même, mais ça fait un moment aussi comme Adrien où j'ai un tableau entraînement libre et, avec mes couleurs qui sont fausses, mais vert, bleu, vert, bleu, bleu foncé. Bleu foncé, c'est le long. Si tu vas en course à pied, c'est tant de temps, en vélo, c'est tant de temps, en ski de fond, c'est tant de temps. Et, tu vois, ils vont croiser. Je les incite pas forcément à le faire, mais je leur interdis pas de le faire. Toi, ça reste assez parce que les gens qui font des sports d'endurance, c'est qu'ils aiment être dehors et peut-être qu'un jour ils vont vouloir le faire en vélo. Mais pour autant, cette histoire de sport croisé, et j'inclus le renforcement dans le sport croisé, finalement, bah, si tu regardes les Kenyans, ils en font pas. Et donc, ça veut pas dire que ça sert à rien. Ah, mais ils ont des bonnes chevilles. Ouais, bah, peut-être, mais ils en font pas pour certaines raisons. Mais ça veut pas dire que... Tu vois, ça veut pas dire qu'il faut arrêter d'en faire, mais ça veut pas dire que c'est absolument indispensable. Je pense que ça dépend des cas de figure. Et tu vas avoir anciennement Xavier Thévenard, par exemple. Lui, il mettait pas une paire de baskets de l'hiver. Et puis, par contre, derrière, il faisait que de courir. De ce que j'en sais, hein, je le connais, mais je l'entraînais pas. En saison, il faisait quasiment que du spécifique. Mais si tu répartissais sur l'année, ben, il y avait beaucoup d'entraînement croisé avant. Ce qui fait que chez certains, tu vois, on parle de renforcement musculaire aussi, et c'est tellement contextuel. Quelqu'un qui prépare un marathon et qui habite en montagne, ben, ces variations de terrain font qu'il aura peut-être moins besoin de renforcement. En tout cas pour l'effort du marathon, que quelqu'un qui habite en ville et qui va préparer un trail. Tu vois, c'est très contextuel par rapport à ça. Mais pour en revenir, parce que je me suis un peu perdu, c'est quelque chose que j'utilise assez facilement quand je veux soit donner de la liberté aux gens. Tu vois, sur une période, ils ont bien bossé, c'est week-end libre, tu fais ce que tu veux. Soit récupérer après une séance intensive, tu vois, ou soit même faire du volume pour pas qu'il y ait trop d'impact à pied en reprise. On va utiliser le vélo pour aller faire des séances longues, par exemple. Ok, trop bien. Et le travail d'accélération, de sprint, est-ce que c'est quelque chose que tu vas utiliser? Tu disais, une fois dans la semaine, je vais chercher du travail d'impact un petit peu. Est-ce que c'est des choses qui peuvent t'arriver ou pas du tout? Très peu. Ok. À titre perso, aujourd'hui même, avant de te voir, j'ai en formation préparée au fil du foot sur la sprinter, j'ai mal au mollet. Mais en faisant qu'entraîneur, on va la faire plus simple. Pas tant. Chez les skieurs, oui, on le faisait beaucoup sur les séances de basse intensité. On pouvait leur dire fais 5-6 sprints dans la séance, tu vois, où tu récupères. Il y avait quand même une visée technique derrière, tu vois, pour skier vite, parce que si tu skis toujours doucement, ça se dégrade un peu. Pour relancer le système nerveux, ça reste aussi intéressant. Chez les amateurs, pas tant que ça. Ça pourrait être intéressant, mais c'est très rare. Enfin, mais tu vois, maintenant que tu me poses la question, je me dis, bah, tiens, de temps en temps, quelqu'un qui s'entraîne beaucoup, je lui mets des sprints, c'est un peu ludique. Ouais. Bon, c'est vrai. Mais je l'utilise pas pour l'instant. C'est par habitude ou par... ok. Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de bons résultats sur le travail aérobie quand tu travaillais en sprint aussi. Donc c'est pour ça que je voulais savoir si c'est quelque chose que tu utilisais ou non. Après, ça dépend ce qu'on va entendre sprint. Est-ce que c'est les répétitions de sprint ou... Des répétitions de sprint. Ouais, sur du RS. Ah, ok, pardon. J'étais plutôt un sprint de 10 secondes, vitesse max, tu récupères 3 minutes. Ah, non. Non. Plus on va dire de l'intermittent très court. Très court. On l'a un peu fait à la Fédé, justement, par moment. 5,25, 7,23. Pour arriver à 30 secondes. Ça peut paraître compliqué, 7,23, mais c'est juste pour arriver à 30. C'était pas mal, on n'avait pas vu grand-chose de beaucoup mieux de manière différente. Je sais que c'est Guillaume Millet qui avait bossé sur le sujet, sur 30 secondes all-out, et puis, je sais pas, X temps de récup derrière. J'en ai pas le besoin, mais je pense que ça reste une méthode comme une autre d'aller le faire. Enfin, j'en ai pas le besoin. Les gens que j'entraîne, j'ai d'autres manières de les aider. Mais en soi, ça serait pas déconnant. Mais par contre, pour autant, à un moment, ça a été présenté comme la méthode qui allait tout changer. En fait, tu passes du temps à haute intensité. Ta biomécanique de course, elle change. Ta pompe, tu l'actives un peu plus. C'est une méthode comme... Tu sais, moi, je suis pas un partisan de telle méthode. C'est intéressant, mais je m'en sers pas. Donc, je dirais des conneries si j'en parlais. On va faire simple. La méthode de all-out dont tu parles, je crois pas que ce soit celle de Guillaume Millet. C'était ça va revenir, c'était un nom japonais. Ah, le Tabata? Ouais. Sur les 10 répétitions de 30 secondes en all-out sur X semaines, on ne fait pas les 10 fois 30 de suite, sinon on fait malaise. Mais ça part de 4, je crois, et 2 minutes de repos entre chaque, et puis ça réduit. Ah non, c'est pas... J'ai plus le protocole exact. De mémoire, tu as 3 séances dans la semaine, et sur 5 à 6 semaines, tu arrives au final à faire tes 10 répétitions de 30 secondes à intensité maximale sur vélo. Ça se fait aussi en course, beaucoup trop coûteux nerveusement. Enfin, j'ai vu des mecs shut down.
Et donc le dernier, c'est 10 fois 30 secondes avec 1 minute de récup. Ouais. Pour l'avoir testé, je ne suis pas allé jusqu'au bout du protocole, honnêtement, nerveusement très très difficile. Et en fait, t'es brûlé, quoi. C'est très très dur. Par contre, niveau aérobie, moi je l'ai fait sur certains combattants. Il y en a 2 qui ont réussi à le tenir vraiment jusqu'au bout, le protocole. Et niveau cardio, eux-mêmes te le disent, moi je mesure pas, ça m'intéresse pas. Eux-mêmes te disent en combat, je suis mais 1000 fois mieux. Qu'est-ce que ça a amélioré? Je ne suis pas allé creuser, mais vraiment un vrai gain sur la capacité de récupération et d'enchaînement justement d'efforts très intenses. Ouais, ça reste une activation du glycolytique qui, en plus, en combat, je trouve ça fait sens. Et c'est sûrement, tout autant en termes de perf, plus efficace que de faire de la zone 2 bêtement sur un ergo. Ouais. Je dis pas que c'est pas inintéressant. Parce qu'il y a plein de trucs On à le fait faire. aussi de temps en temps. Ouais. Bien sûr. Mais après, tu vois, ce que tu dis, c'est comme tous les procédés avancés. C'est bien, mais c'est coûteux nerveusement. Donc, chez quelqu'un qui a la capacité de récupérer physiquement et nerveusement, ok. Mais tu vois, c'est comme la mode du double seuil. C'est sûrement très bien de faire du double seuil. Ouais. Mais quelqu'un qui s'entraîne 5 fois par semaine, t'as autre chose à faire avant. Et si tu veux que ça soit durable sur le long terme, il y a d'autres manières de faire. Et toi, le double seuil, c'est marrant parce que c'est présenté comme la méthode norvégienne qui aurait 3 ans avec Ingebrigtsen, etc. Alors, eux, oui, ils ont eu leur méthode qu'ils ont calibrée avec le lactate. Mais dans n'importe quel sport et pas que de l'endurance, tous les entraîneurs ont déjà essayé de faire 2 intensités dans la journée à un athlète. Tout le monde a déjà essayé. Moi, j'ai déjà essayé il y a longtemps et je suis pas le seul. Tout le monde a fait ça. Ouais, tu n'avais pas posé de protocole dessus, quoi. Non, mais après, c'est intéressant qu'ils aient partagé ce qu'ils faisaient. Bien sûr. Mais tu peux. Après, t'as le discours, c'est la nouvelle méthode et c'est grâce à ça. Non, ça fait partie de leur process qu'ils ont, tu vois. Et tout à l'heure, tu disais que le volume, finalement, c'était la première chose à toucher. Alors, je suis désolé, c'est la 2e fois dans un épisode que j'oublie son nom. Un entraîneur suisse de triathlon qui a amené plusieurs personnes à faire des grosses perfs aux Jeux, voire même champion olympique et champion du monde chez garçons et filles. Pas Schwarz ou un truc. C'est un nom un peu allemand. Je suis désolé, ça va me revenir. Et il disait qu'en fait, lui, il avait analysé et il les faisait courir, pédaler, etc. beaucoup, beaucoup moins que ce qu'on fait d'habitude. Faudrait que je retrouve, je le mettrai peut-être en annexe de l'épisode. Je retrouverai vraiment les données précises. Mais les mecs pédalaient, nageaient et couraient 2 fois à 3 fois moins que d'habitude. Et pourtant, ils font tout champion olympique ou podium. Comment est-ce que ça, d'après toi, ça peut être faisable? Alors, est-ce qu'il les faisait pédaler, courir et nager plus fort que... Intensité un peu plus haute, de mémoire. Je pense que vu que dans l'entraînement, t'as pas de vérité, t'as pas de certitude, si ça a marché dans son contexte, peut-être que c'est sur ces personnes-là, et quoique, si c'est une méthodologie qu'il a mis en place, ça peut... J'essaierai de l'inviter pour en discuter. Est-ce que ça peut venir au fait que le triathlon, t'as les 3 disciplines, donc finalement, ça lui permettait de manager la charge à long terme? Toi, je sais pas forcément, j'aurais pas l'explication parce que... dans les sports que je connais, ça reste le volume qui est un gros facteur de performance. Après, le problème du volume, c'est que ça peut amener les gens à faire n'importe quoi. Tu vois, à se mettre à la rupture et encore plus les amateurs par rapport à ça. Donc, il faut être très méfiant par rapport à tout ça. Mais j'aurais pas la réponse exacte pour te dire ça. Après, il faut savoir, est-ce qu'il a fait ça tout le temps, toute sa carrière? Toute la période où il a entraîné, est-ce qu'il l'a fait par des stades? Est-ce qu'il l'a fait par... qu'est-ce qu'il faisait en musculation à côté? Est-ce qu'il en faisait ou pas? Tu vois, c'est dur à dire là-dedans. Je l'inviterai, je discuterai avec lui. Je sais que j'ai son contact. J'ai un trou de mémoire sur son nom, c'est horrible. Mais voilà, si je voulais avoir ton avis, si toi, c'était des choses que tu avais déjà testées ou si tu avais déjà entendu parler de ça. Non, nous, on a déjà quand même, par contre, surtout à la Fédé, mais on a déjà des périodes où tu as des semaines qui sont pas du tout en 80-20, où tu as beaucoup d'intensité, mais plus par période. Mais simplement, la raison première, c'est qu'en ski, par exemple, tu as une course le samedi, une course le dimanche, et des fois vendredi, samedi, dimanche. Et si tu les habitues pas dans la prépa de temps en temps à faire ça, tu les prépares pas à l'effort de compétition. Donc la raison, elle est surtout pédagogique par rapport à tout ça, quoi. Ok. Et justement, quelle est la place de la pédagogie dans tes séances? C'est dur en distanciel. Ouais. Ma pédagogie, c'est le bourrin. C'est vas-y, fais... te poser des problèmes, démerde-toi et puis trouver des solutions. J'exagère, mais c'est aussi un peu ça. Après, j'adore animer sur le terrain, tu vois, quand j'y vais, mais la pédagogie sur la séance en tant que telle, de toute façon, la personne, elle est toute seule. Donc, tu vas lui donner des fois des thèmes de séance dans un protocole et des choses comme ça qu'elle va faire. Mais quand je parle de pédagogie, c'est vraiment
moi, le premier facteur d'une réalisation de la performance, c'est que la personne ait confiance en elle, dans ce qu'elle est capable de faire. Et moi, c'est la pédagogie que j'ai, c'est d'amener un process progressif pour qu'elle prenne confiance, justement, progressivement, petit à petit, en ce qu'elle est capable de faire, et aussi conscience de ce qu'elle n'est pas capable de faire, tu vois, pour pas trop se tromper. Donc, je suis plutôt là-dedans. Et après, bah, c'est classique, hein, c'est du dialogue. Mais si je devais résumer l'approche de pédagogie que j'ai, c'est que, en fait, il faut essayer. Il faut explorer ce qu'ils font. Et puis, tu fais une erreur, mais écoute, c'est pas grave, hein, franchement. Ouais. Et des fois, tu vas pas tenir tes allures. Pour X ou Y raison, ça arrive à une séance, c'est pas grave. La fois d'après, ça ira peut-être. Puis si ça va pas, c'est qu'on s'est planté. Ben, écoute, on réajuste. Mais transmettre. Tu sais, un sportif d'endurance, il est quand même tout seul hein, pendant la course. Hein. Tu vois, il est pas. Enfin, à part peut-être le Tour de France, mais il est pas avec toi. Même, Hein. Enfin, ton marathon, t'as ta paire de baskets et ta gourde, et puis t'es parti. Ton ultra trail, t'as du monde autour, mais c'est pas le coach qui. Enfin, dans aucun sport, en fait, c'est le coach qui fait à la place. Et si t'amènes pas cette autonomie-là, dans la construction de l'entraînement, ben, tu prépares pas les gens à faire face à l'imprévu, alors qu'en compète, il y a jamais, à peu près jamais rien qui se passe comme tu veux, franchement. Ouais. Surtout ce qui est hydratation, rationnement, etc. Tu coaches aussi les gens là-dessus ou pas du tout? Alors, Parce que ça fait quand même une grosse partie de la perf en trail ou en marathon. Bah, je reste dans mon registre où j'ai pas de diète, mais par contre, je leur donne à l'entraînement, justement, j'échange avec eux en disant tiens, essaye ça sur ce genre de séance, tu vois, pour tester déjà ce qui te va, ce qui te va pas, quel produit t'aimes, quel produit t'aimes pas, quel conseil je te dis de faire, tu vois, prendre à 40 minutes, 1h20 sur les flasques. Donc je peux les conseiller sur le sujet en disant sur ça, mais je reste un peu là-dedans. Mais pour autant, là où tu as raison, c'est que sur les efforts d'endurance, c'est un gros point de contre-perf. Pas de perf, parce que ta nutrition ne fera pas courir plus vite, mais forcément, c'est un gros point de contre-perf. Et je pense dans les deux sens, tu vois. Si ça s'allonge, c'est que si tu bouffes pas assez, ben, ça risque de mal se passer. Mais pour autant, si tu te gaves comme une oie parce que tu as lu sur Insta qu'il fallait faire 90 grammes de glucides par heure et que tu n'as pas l'habitude ou X avec raison, et puis que tu t'es gavé pendant une oie les 4 premières heures, et qu'après tu peux plus rien bouffer, tu n'as pas réussi ton coup. Donc toi, c'est le compromis. Tu vois, j'avais discuté avec, je l'avais eu dans le mien de podcast, Méline Rollin, donc qui a le record de France du marathon, et elle me disait que le jour où elle prend le record de France, elle est en 2,24, hein, c'est vite. Hein. Enfin bref, coucou Méline. Je crois que sur son marathon, elle est peut-être qu'à 50 ou 55 grammes. Et la fois d'avant, elle était qu'à 45 ou 50. Et elle y va petit à petit pour s'habituer à l'entraînement, pour le faire. Et des fois, c'est comme la nutrition, il faut être progressif aussi par rapport à ça. Et je nuancerai avec 2 anecdotes, si tu veux. Ah ouais, carrément. Moi. J'aime bien aussi. Hein? J'aime bien aussi. Bah, quelqu'un qui fait, cette année, qui faisait l'UTMB. Donc il l'a fait un amateur en 30 heures, c'est pas mal, hein, ça le met 250e. Donc déjà, finir l'UTMB quand on a 40% qui abandonne, c'est déjà beau. Et il m'a dit, je l'ai après, une fois, comment c'est passé, il fait, bah, génial et tout, j'ai juste eu mal au bide tout le long, j'ai bouffé 8 compotes. Donc lui, il a fait son UTMB en bouffant 8 compotes, en 30 heures. Et il l'a quand même fini. Tu vois, j'incite pas les gens à dire, pars avec tes 8 compotes pour l'UTMB. Et l'autre anecdote, un copain, Gilles, que j'entraîne aussi, que j'accompagne entre les deux, mais qui a déjà fait la CCC, l'UTMB, une année, il n'y avait plus que les bananes qu'il pouvait bouffer. Du coup, il a bouffé des bananes toute la course. Et une année, c'est vraiment l'anecdote, et j'aime bien en parler, je faisais son assistant sur la TDS. Alors, il n'a pas d'ambition de perf, juste finir. Et moi, je ne serais pas capable de finir une TDS en l'état, donc je l'admire pour ça. Je le vois, je ne sais plus quel ravito c'était, il restait 30 ou 40 bornes, et là, il me fait, j'en peux plus, machin. Puis... quand tu fais sur un UTMB, c'est un gamin de 8 ans, hein, tu prends une cuillère de ça, non ça va pas, prends une cuillère de ça, tu essayes un peu tout. Ouais. Et là, il n'y a plus qu'un truc qui passait, c'est l'eau gazeuse. Okay. Alors que tu lis partout, faut pas prendre l'eau gazeuse, mais en tout cas, lui, c'est le truc. Et là, l'anecdote, c'est que du coup, je me dis, c'est bien l'eau gazeuse, on a trouvé la solution, on repart. Il remplit ses 2 gourdes à l'époque, c'était la mode des gourdes avec des pailles. Tout content, il repart, et là, avec le gaz, il y a toute l'eau qui ressort par les pailles. Et là, j'ai vu sa tête. J'ai jamais vu un gars aussi triste, mais vraiment de sa vie. Et il a quand même fini après. Mais toi, la nutrition, c'est... je pense sur des efforts de 3-4 heures, en vrai, tu peux te gaver un peu. Au-delà, c'est compliqué. Il faut s'y entraîner, quoi. Et il faut aussi s'entraîner, je pense, à pouvoir faire sans et à t'adapter, quoi. Je comprends.
Qu'est-ce qui fait la différence dans les perfs très longue distance comme ça? Parce qu'on sait que c'est pas un point de VO2 max ou de VMA ou... Bah, le facteur mental, mais l'état Ouais. d'esprit, tu vois, c'est comment, je pense, c'est comment t'acceptes que ça aille pas comme sur des roulettes. Parce que sur un truc long, c'est juste pas possible que ça aille tout le temps bien. Donc c'est quelle résilience, alors c'est le mot à la mode, mais tu vas avoir par rapport à ça, et qu'est-ce que tu vas faire de ce qui va pas. Et je dis souvent aux gens, parce que tu sais, que c'est la semaine de l'UTMB, les 2-3 semaines qui précèdent, là, tous ceux qui font l'UTMB, déjà rien que le nom, ça les stresse. Et là, j'ai l'impression que je gère des gamins, heureusement que j'ai plus de cheveux, mais s'il y a 2 heures. D'ailleurs, t'es allé chez le coiffeur, non? Ouais, c'est ça. T'as eu ma petite blague. Non, mais tu vois, genre, si j'aurais mis 2 heures, 2 semaines avant, je prie pour qu'ils soient pas loin en faire 8, tu vois. Ouais. En gros, c'est à peu près ça. Mais... Et bref, et quand je les ai la semaine, je les ai tous au téléphone, je leur dis, bah, courez comme une femme. Parce que ce qui fait la différence sur une longue, c'est de savoir se gérer. Et les femmes, sur le coup, il y a effectivement les facteurs physiologiques, le fait notamment qu'elles aient plus de lipides et qu'elles savent mieux les utiliser que les garçons, ça peut jouer. Mais c'est juste qu'elles sont moins bêtes que les garçons, et je m'inclus dans le lot, donc c'est être dans la gestion et accepter les coups de mou, accepter que ça aille moins bien, et je pense que c'est ce qui fait la différence. Et pour autant, si on parle de perf et de perf de haut niveau en trail, je pourrais pas t'en parler, parce que j'ai des trailers de bon niveau, je pourrais te parler de perf de haut niveau en ski, un truc comme ça, mais j'accompagne pas, en termes de coaching pur, des trailers de haut niveau, donc je pourrais pas dire ce qui fait la diff. Tu vois, Adrien, quand tu l'avais reçu, je l'ai trouvé génial comment il s'y est pris par rapport à Nice, par rapport à ça. Et là, ça me rappelle ce que je faisais avant. Et pourquoi je veux plus y retourner? Parce que ça me manquait un peu d'un côté, mais après, j'étais tellement... tu deviens fou, en fait, parce que tu veux tout machin. Donc, c'est aussi pour ça. Mais toi, c'est encore différent. Et je pense qu'il faut parler de ce qu'on vit, tu vois ce que je veux dire. Donc, je pourrais pas dire ce qui fait la diff entre... faire premier de l'UTMB ou deuxième. Si les gens veulent savoir, c'est sur une hard rock, en ce qui fait première femme et deuxième femme. Bah, écoutez l'épisode avec Adrien, c'était vraiment top. Ouais. Et toi, j'ai trouvé super intéressant l'approche qu'il a eue. Et toi, même son utilisation du ski de fond. Alors moi, en tant que fondeur, je me dis, je suis pas sûr que ça change grand-chose, mais c'est que mon avis. Hein. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça génial sur l'orientation. Mais c'est une démarche de haut niveau. Enfin, tu vois. Mais en tout cas, sur une perf de finir un long, c'est vraiment la capacité à accepter que ça aille pas comme sur des roulettes. Puis tu fais avec ce que t'as, quoi. Ça vaut aussi dans tous les sports. Ouais, je pense. Ouais. On a des sportifs qui sont extrêmement performants, par exemple dans les sports de combat, et qui vont tomber sur un sparring sur un mec qu'ils avaient un peu négligé, on va dire ça comme ça. Ils se retrouvent en difficulté, et là, tu vois que c'est pas une tasse qu'ils boivent, c'est la mer entière. Ouais. Et pendant 2 semaines, tu vas les voir complètement grisés, ils comprennent pas, mais pourtant je suis plus fort que lui. Oui, bah, il a testé quelque chose qui a marché, c'est pas grave. On peut pas tout maîtriser tout le temps contre tout le monde. Enfin, ça fait partie du jeu. Et j'ai l'impression qu'en course à pied, c'est un peu la même chose. Et on retrouve ces profils qui sont, je vais dire fragiles, c'est peut-être pas le bon mot, mais qui sont très fluctuants. Alors qu'en fait, c'est cette constance-là et accepter que malgré les différentes vagues, il faut tenir ta ligne et accepter que ça continuera de monter, quoi. Bah, tu vois, c'est pour ça que, pour en revenir au... C'est un exemple, le tapis. Peut-être tu me parlais de ça, c'est un outil. Sûr. Mais moi, je suis absolument pas fan d'aseptiser l'entraînement. Tu vois, avec tout est calibré, tout est minuté. Alors peut-être si tu fais du 1500 ou du 5000 ou un 10 000 pistes éventuellement, et encore que tu as des adversaires à gérer, mais c'est pas du foot ou du judo non plus, hein, on va pas se mentir. Mais il y a tellement de choses qui peuvent arriver que si tu t'habitues pas tu vois, à mal gérer une séance, mais à quand même devoir la finir, tu vois. En sécu, hein, je me comprends, ou etc. Le jour où ça va pas, tu sais pas faire, hein, franchement. Et comment tu te prépares à ça, justement? Bah, vraiment avec l'entraînement. On t'entend à l'entraînement de reproduire des séquences un peu difficiles comme ça? Bah, c'est des trucs bêtes, mais c'est que si tu cours la nuit, il faut aller courir la nuit à l'entraînement. Alors, pas toutes les nuits, mais avoir au moins fait ça. Quand il pleut, il faut aller courir. Bah, après, généralement, si tu cours, quand il neige, il faut aller courir. Et même moi, j'aime bien mes séances d'intensité, elles sont un peu tordues, certains protocoles, ils me chambrent ceux que j'entraîne, mais c'est de les amener à faire la petite connerie, tu vois. J'en reviens à ce que je disais au début, mais pour dire, merde, j'ai pas bien géré, je me suis un peu enflammé, faut quand même que je me démerde pour faire la série suivante, tu vois, j'y vais comme ça. Et, tu vois, sur la préparation, c'est encore une anecdote, mais quelqu'un que j'accompagnais pour le Grand Raid des Pyrénées, donc les 140 km, c'est un énorme tas de cailloux là-bas, faut y aimer pour y aller. Et il me dit, il le fait, il le termine, il était content. Il me dit, Nico, dans la prépa, on avait tout fait, courir sous la pluie, courir la nuit. Par contre, ce qu'on n'avait pas fait, par la fois des jours, c'est les deux. Et il a passé 40 heures sous la flotte, y compris la nuit dans les Pyrénées. Et ça, c'est pour ça que j'en reviens sur la sécurité.
Ouais. Lui, il avait déjà fait la diagonale des fous. Mais s'il n'avait pas eu d'expérience là-dedans et qu'il s'était retrouvé là au milieu, peut-être que c'était dangereux pour lui. Et toi, il faut prendre le temps pour aller construire ça. Ouais. Ça me fait penser à une anecdote. Il y a un paquet d'années maintenant, je préparais un stage d'entraînement au Japon. Ouais. Assez intensif sur un mois. Et je discutais avec les entraîneurs. Je dis, mais là-bas, il fait chaud, ça va être compliqué et tout. En plus, on s'attendait vraiment à se faire traîner par terre. Hein. On dit, ouais, mais pour t'habituer. Alors, moi, j'habitais à Marseille à l'époque. Il me dit, parce qu'on partait 14 juillet. Donc, il me dit, au mois de juin, tu vas courir à midi quand il y a le soleil qui tape super fort et tout pour t'entraîner en pleine chaleur. Je dis, ok, moi, j'y vais tous les midis, j'allais courir, m'entraîner en plein cagnard. Des fois, c'était un peu dangereux. Et en fait, quand je vais là-bas, c'est pas la chaleur qui te tue, c'est l'humidité. Pas habitué. Donc, en fait, ça m'a servi à rien. J'avais l'impression de me noyer. Est-ce que ça, c'est selon les zones géographiques où tes athlètes vont courir, comment est-ce que tu les prépares à l'altitude ou à l'humidité? Alors, l'humidité, c'est dur de s'y préparer parce qu'il faut être en environnement humide. Alors, j'en ai un, il avait fait dans des saunas, etc. Mais c'était son choix, c'est pas moi qui lui ai conseillé. Du coup, je régulais autour. Mais sur l'altitude, mais c'est plutôt l'environnement, tu vois. Ouais. Quelqu'un qui habite en ville, s'il prépare un trail de 30 bornes, ça va passer. Mais s'il prépare des trails qui sont plus longs, je lui dis, écoute, l'idéal dans la prépa, c'est que 1 ou 2 fois par an, dans la prépa, plus si tu peux, c'est que on se prévoit d'aller faire ça. Et puis à ce moment-là, ça te permet d'aller passer du temps en montagne. En plus, si ces gens-là font du trail 99% du temps, ou 95%, c'est qu'ils aiment la montagne, donc ils veulent y aller. Et ça en revient à ce que je te disais au début, où chez l'amateur, je périodise, mais je planifie pas, par exemple, parce que je dis, le choix de la date du stage, ça va pas être calculé selon ton cycle planifié. Ça va être quel week-end tu vas pouvoir prendre. Bien sûr. Et ça, c'est prioritaire pour que ta course se passe bien. Et moi, je me démerde pour te préparer que ça se passe bien, qu'on récupère derrière, mais on tourne autour de ça. Tu vois, c'est vraiment l'agenda qui va dicter ça. Et je les prépare. Toi, j'organise avec les gens que je coach un trail dans le Jura, un stage agile tous les ans, une sortie longue, un truc débile le samedi matin, un autre truc le dimanche matin, puis un truc le dimanche. Et à la base, je l'ai fait pour Adri qui préparait le GRP. Et du coup, c'est tous les Parisiens qui viennent, mais enfin tous. C'est les Parisiens surtout qui viennent, ils se mélangent aux Jurassiens. Et ça, c'est trop cool, tu vois. Et par contre, pour en revenir à la question, je leur dis, il faut t'exposer à l'environnement spécifique. Tu vois, quelqu'un qui prépare le marathon des sables, a priori, ça vaut le coup de s'entraîner quand il fait chaud. Ouais. Et après, tu peux t'entraîner jusqu'à une certaine mesure. Toi, j'avais fait Sierzinal donc il y a 2-3 ans. C'est une course en Suisse de montagne qui est assez connue. Et je savais qu'il allait faire chaud. Et là, j'étais en vacances dans le sud avec des potes. En plus, on buvait l'apéro. Et j'allais courir à 15h. Après l'apéro ou avant? Avant. J'allais courir à 15h. Je me disais, je vais être prêt à la chaleur. Puis moi, j'aime pas ça. Puis le jour J, je n'étais quand même pas prêt, quoi. Mais j'aurais été peut-être plus prêt que si je l'avais pas fait, tu vois. Ouais, je comprends. Mais tu vois, quand j'ai fait le marathon à Amsterdam, il faisait 5 degrés. Il avait grêlé le matin. Un truc qui me rappelle le Jura au mois d'octobre. J'étais dans un élément qui était parfait, tu vois. Parfait. Courir sur la grêle, il faut avoir envie. Hein. C'était à l'échauffement. Et dis-toi, l'adaptation, c'est que mon échauffement du marathon a consisté à faire des simuli de gamme athlétisme sous une station essence en attendant que la grêle passe, tellement j'avais la flemme d'aller. Et comme quoi, il faut s'adapter même en tant qu'entraîneur. Là, j'étais pratiquant, mais c'est important. Et justement, si ton entraînement il est toujours tout minuté, puis que le jour de la compète, tu peux pas t'échauffer comme d'hab, je pense que tu paniques, quoi. Ouais. Avant de basculer justement sur les questions que j'avais sur l'échauffement, petite question, il y avait une mode à l'époque des masques. Les training masques. Les training masques qui simulaient. C'est des trucs que tu utilises ou pas du tout? J'aurais pas d'avis à donner tellement ça m'a paru inutile. Mais c'est que mon avis. Ouais. Alors sur la tolérance au CO2, pourquoi pas. Ouais. Peut-être que ça venait là-dedans, mais c'est venu du fitness. Alors le fitness, ça ne mène pas que des mauvais trucs, mais j'ai pas utilisé parce que j'ai jamais compris l'intérêt en fait finalement. Ok. Moi, je l'utilisais sur les sportifs de combat. Ouais. Très rarement, sur vraiment des cas très spécifiques, pour aller dans du lactique beaucoup plus vite. Ouais. Et donc moins impacter tous les autres systèmes et le nerveux. Voilà. C'était ma seule utilisation. Je ne cherchais pas à simuler de l'hypoxie, comme il disait. C'est fake, mais... Ah, mais toi, je trouve, dans le contexte-là, c'est pour ça que j'ai pas dit que c'était nul, j'ai dit que je voyais pas l'intérêt là-dedans, c'est que toi, ton but du jeu, c'est d'avoir le volume le plus faible possible
pour aller bosser la Ouais, physio. Quand c'est nous, ça. c'est d'avoir le volume le plus haut possible, entre guillemets, dans la mesure du Sans raisonnable. impacter. Donc tu vois, Ok. c'est... Ouais. Non, mais voilà, je voulais savoir parce que comme on le voyait, et j'ai déjà vu des mecs sur des entraînements de trail le mettre et tout, j'étais là, bon, je sais pas trop à quoi eux ça peut leur servir, c'est pour ça que je voulais avoir ton avis, savoir si tu avais utilisé ou pas. L'échauffement. Est-ce qu'on s'échauffe pour faire un marathon? Tu me dis que tu fais des gammes, mais un marathon, ça. Ah, j'ai fait On une a le temps de accélération après. Bah, sur un marathon, oui. Bah, sauf si... Non. En plus, c'est vrai, ça dépend de l'intensité que tu vas mettre dans ta course. Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut juste finir un marathon, tu vois, en le faisant à basse intensité, parce qu'il n'est pas capable de le faire à haute intensité, c'est pas un problème, je suis pas sûr qu'il y ait besoin de s'échauffer. Tu vois, si tu le fais... En fait, s'il fait un footing long, pour lui, c'est ça. Mais comme si demain, Kipchoge, il va faire un marathon en 3 heures, ou même en 2h30, hein, sur le coup, Ouais, il il va a pas pas besoin de s'échauffer. s'échauffer, Tu vois, même si... Enfin, tu vois, dans l'idée. Et si effectivement tu veux produire un effort un peu plus intense, oui, l'échauffement est intéressant parce qu'aussi tu te mets dedans, Ouais. etc. Après, si tu t'échauffes, ça vaut le coup de consommer des glucides. Tu vois, c'est un truc bête, mais le stress, ça bouffe le glycogène, déjà en partie. Donc, si c'est un marathon, généralement, tout le monde est stressé, quelle que soit la perf. Donc, tu vois, il faut essayer de pas tout griller à l'échauffement, ni tes stocks, ni ton énergie. Donc, bien sûr, c'est intéressant de s'échauffer. Sur un trail, je vais plus nuancer. Tu vois, enfin un trail long, tu vois. Chez 95% des gens, je suis même pas sûr. Si, tu vois, l'UTMB, moi, la consigne qu'ils ont eue, à part... Enfin, non, sur la course UTMB, parce qu'il y a d'autres courses, mais sur UTMB, personne, je lui ai dit, tu t'échauffes pas, mais t'acceptes de partir doucement parce que t'as le temps. C'est sûr que si tu t'échauffes pas et que tu te prends pour Jim Wamsley, bon, t'es pas dans la mine et que tu cours à ta VMA pendant 5 bornes, à un moment, ça va j'exagère, cracher. mais ça va mal se passer. Donc, en fait, ça dépend de la longueur, ça dépend de comment tu comptes partir. Et comment tu comptes partir, ça dépend de comment, de la conscience du niveau que tu as. Et toi, une anecdote personnelle, j'ai fait les Templiers, les 108 km, donc c'est vers pas loin de chez toi maintenant, il y a quelques années. Alors j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire, un prépa en 6 mois, donc bref. Et je suis parti trop vite, en me disant je m'échauffe pas parce que je vais partir doucement, mais je me suis quand même enflammé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, au 60e, je pouvais plus lever une des jambes, donc j'ai fait la moitié de la course sur une jambe, mais j'ai quand même fini, mais parce que j'étais aussi parti trop vite et que j'avais pas respecté le fait de me dire je vais pas échauffer, je pars doucement. Donc si tu t'échauffes pas, donc c'est pour résumer sur l'écoute, c'est que tu sais que tu vas partir doucement et que tu as le temps, tu vois. Et mais après ça dépend aussi, c'est ton temps sur un truc long, c'est tu te mets dans ta course ou pas. Et peut-être que si tu es là 1 heure avant le départ et que tu dis je m'échauffe pas, bah, si tu tournes en rond, ça sera peut-être plus délétère plus lent, que de t'échauffer. Ouais. Tu vois, c'est très contextuel sur le coup. Et ce que tu mets à l'échauffement, on va prendre des épreuves plus courtes, hein, pas les ultras. C'est dépendant de ton état de forme. Toi, c'est comme la veille de la compète. Des fois, ça vaut le coup d'aller travailler au seuil. Des fois, ça vaut le coup d'aller travailler sur de la VMA. Des fois, sur de la vitesse. Des fois, pas d'intensité. Des fois, de faire une muscu. Tu vois, ça dépend. Mais pour des amateurs, faut se faire confiance, tu vois, à la sensation. Tu cours et tu dis, tiens, si je fais un marathon, par exemple, l'idée, c'est juste de refaire au moins une fois l'allure que je veux tenir. Comme ça, je me la remets un peu dans la tête. Puis après, t'estimes, alors c'est sûr, si tu fais 5 bornes avant le marathon, c'est pas l'idée du siècle, mais j'estime, je fais 30 secondes, 1 minute, je le fais 1 ou 2 fois. Mais il faut savoir s'écouter et se faire confiance par rapport à ça, y compris à l'échauffement. Tout à l'heure, tu parlais de monitoring de la charge. Qu'est-ce que tu utilises, toi, comme marqueur? On a compris le RPE, fréquence cardiaque. Qu'est-ce que tu utilises le plus? Ben, c'est tout. Ok. C'est vraiment les amateurs. Après... le kilométrage, tout ça, c'est des choses que tu utilises ou pas du tout? Dénivelé, kilométrage? Alors, le volume horaire, oui, beaucoup. Par Ok. contre, oui. Alors, c'est pas un marqueur pour moi, c'est une manière de compter. D'ailleurs, c'est principalement ce que je regarde, c'est le kilométrage. Le volume horaire, pardon, je vais y arriver. Le kilométrage, tu vois, le fait de bosser avec beaucoup de trailers et de venir du ski de fond fait que le raisonnement que j'ai n'est pas en kilométrage. Ça veut pas dire que ceux qui raisonnent en kilomètres ont tort, c'est comment c'est construit par rapport à. Après, sur des prépas marathons, je vais quand même le regarder, mais je programme pas un kilométrage, par exemple. Je programme un volume horaire, mais pas de kilométrage. Ok. Et tu fais des tests de fréquence cardiaque max quand tu commences à bosser avec les sportifs ou pas du tout? Parce que la question, c'est où est-ce que tu mets le curseur? Rarement. Okay. Tu vois, je te prends l'exemple de 2 personnes de bons amateurs que j'ai. Donc, une fille qui fait top 10 au 90, on en a parlé, et quelqu'un autour de 2,30 au marathon. Je connais ni leur FC max,
ni leur VMA, ni leur vitesse critique, ni tout ce que tu veux. J'ai aucune donnée, en fait. Ouais. Et j'en ai pas besoin pour elles. Et eux sont pas demandeurs pour progresser. Hmm. Et par contre, inversement, genre des gens qui vont être autour de 4 heures au marathon, où je connais leur VMA, parce que et leur temps de soutien, parce que c'est un outil pédagogique qui m'aide à les faire progresser. Ok. Et tu vois, ça dépend. J'ai quelqu'un, par exemple, mon système, ça fait 3 ans que je bosse avec. À la sensation, ça lui allait bien, mais il trouvait qu'il y a un truc qui lui manquait. Du coup, il allait se faire tester avec Sean. Toi, je lui dis, bah ouais, bien sûr, vas-y. Et ce qui est ressorti du test, c'est pas guère différent, mais au moins, il a mis une donnée objective dessus, sur le jour J. Ça l'a rassuré. Ouais, et tu vois, sur le coup, il a progressé. En peu de temps, sur Antoine, il a progressé parce que peut-être que ce petit truc que je lui apportais pas, sans aller avoir fait un test physiologique, bah, ça lui a apporté en prenant l'info ailleurs. Et quand tu es entraîneur, tu sais pas tout. Hein. Donc, c'est bien que les gens aillent voir aussi ailleurs. Mais pour en revenir à ça, c'est un pourcentage de FC Max. Moi, je bosse beaucoup avec ça quand je connais la FC Max. Mais sinon, en vrai, tu fais un 10 bornes, tu vas y être à un moment ou à l'autre. Et marathon, tu vois, moi, j'y étais pendant. Tu vois, alors, pas pendant tout le marathon, sinon ça marche pas. Mais tu arrives à estimer à peu près. Mais moi, j'aime beaucoup le RPE, la capacité à parler. Je trouve que c'est OK. Mais je demande beaucoup aux gens, par contre, quand ils sont à la sensation au début, de dire si tu te mets à RPE 3-4 et la capacité à parler, bah, regarde à ta montre à peu près à combien t'es, tu sais, de temps en temps. Et ça leur donne aussi des valeurs estimations. C'est pas très scientifique, on va pas se mentir. Mais ça tant que ça marche. Si mal. Ouais. Est-ce qu'il y a un thème que tu avais envie d'aborder aujourd'hui? Non. Enfin, oui, non, l'endurance, quoi. Mais en vrai, j'ai pas. Ouais. Tu vois, je suis là pour répondre. Enfin, moi, pour répondre, non, pour discuter, tu vois. J'aime bien. Après, je trouve que. Et je déroge pas à la règle. Les gens ne te posent pas assez de questions. Donc, peut-être que je pourrais t'en poser aussi. Après, c'est toi l'autre. Non, mais c'est vrai. Franchement, ou je te recevrai pour te poser les questions. On fera comme ça, si tu veux. Bah ouais. Mais non, après, tu vois, ce que j'aime bien, moi, dans ce boulot-là, et c'est pour ça que j'ai pas de thème que je veux aborder particulièrement ou pas, c'est que, tu vois, dans la même semaine, je peux avoir à réfléchir à quelqu'un qui va préparer justement la TDS qui est dans 8 mois. Donc, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Je peux avoir quelqu'un qui habite en Côte d'Ivoire, Stéphane, qui a 50 ans, qui prépare un trail en Afrique du Sud au mois d'octobre, mais un autre qui a lieu dans une semaine et qui est plus ou moins débutant en trail. Donc, comment je peux faire? Je peux avoir réfléchir à la muscu d'une fille qui prépare sa Coupe du Monde en ski de fond. Tu vois, j'adore, en fait, je me nourris de choses variées. Et du coup, c'est pour ça que j'ai rien que je veux aborder ou pas aborder. Et je peux réfléchir à... Je bosse avec une joueuse de foot pro, à comment, son entraînement, comment elle a joué, comment je peux lui amener quelque chose sans en... Alors, elle, dans ce cas-là, je veux pas lui poser de problème. Tu vois, c'est... parce qu'on... Mais comment je peux... Tu vois, je suis tellement... je sais pas comment dire ça, curieux à la fois. J'ai tellement de contextes différents dans ce que je fais que ouais, je peux tout aborder sans être sûr de tout connaître. Hein, c'est pas ce que je veux dire. Et j'aime bien me mettre en. Tu vois, je vais avec un club de natation, je dis pas plus rien. Enfin, quand j'y suis allé, du coup, tu réfléchis, et t'es là, ouais, ok. Et toi, j'adore ça. Ça se passe pas mal avec les coachs, mais tu te rends compte que la culture de la discipline, c'est pas la tienne. Alors, du coup, ce que tu avais en tête, faut le faire différemment. Ce que tu as proposé, le tout premier cycle, en fait, sur le papier, c'était super. Puis en fait, dans la réalisation, par les contraintes logistiques, c'était nul. Pourtant, j'ai de l'expérience, mais c'était pas bon. Donc, enfin, c'était pas bon. Faut changer, tu vois. T'apprends toujours là-dedans et je pense que t'apprends en variant les contextes. Et c'est pour ça que moi, il n'y a pas de sujet que je voulais particulièrement aborder. Et que, par contre, si tu me demandes comment faire de la prépa physique en natation, je vais te dire que j'ai 3 mois d'expérience, donc je pourrais pas te répondre. Faut redemander à Loïs. Et avec autant de contextes différents, comment est-ce que tu arrives à t'en sortir pour encadrer, entre guillemets, autant de monde en même temps? C'est une bonne question et c'est mon métier principal, si tu veux. Et le plus gros de mon activité, c'est le suivi à distance des sportifs amateurs maintenant. Et ce qui fait que le terrain me manque quand même. Donc du coup, je remets de plus en plus de pas dans la préparation physique. Et tu vois, j'adore ce que je fais avec les sportifs amateurs. Et pour autant, ça m'éclate tout autant. Tu vois, je prends un exemple au foot, mais de descendre, faire une séance avec la joueuse. Et qu'elles te disent ouais, mais avec l'entraîneur ça s'est pas bien passé, donc ce que j'avais en tête je me dis je vais pas le faire et on va faire autrement, toi, de jongler. Et comment je fais? C'est mon boulot principal. Alors j'ai pas toujours très bien organisé, donc j'essaie de m'améliorer là-dessus, mais finalement tu vois, quand un kiné
il va avoir beaucoup de patients dans la semaine, énormément, beaucoup plus que moi, ce que je peux Ouais. avoir comme relation, tu vois, de personnes que j'accompagne. Donc c'est juste une histoire d'organisation et d'accorder le bon temps aux bonnes personnes quand ils en ont besoin. Alors après, ça veut dire que tu as des fois, tu vas bosser le samedi, le dimanche, mais Bien ça, sûr. enfin, dans le sport de haut niveau, t'as déjà pas de samedi et de dimanche, donc t'es habitué à ça. Après, je me mets des fois des limites, dans le sens où je me dis j'arrête de prendre des personnes, non pas parce que j'ai pas le temps pour le faire, mais parce que si je le faisais, j'aurais pas le temps pour moi et pour madame. Tu vois, et je pense que c'est important aussi, donc j'essaie de trouver l'équilibre et pour faire du sport. Mais c'est vrai ce que tu dis, et toi, moi, c'est une réflexion que j'ai actuellement. Alors, on va pas faire confession intime, tu vois, j'y vais pas comme ça. Mais je me dis, ouais, j'ai eu un stade où Ouais. peut-être qu'il faut que je réduise un peu. Non pas que je fasse pas de qualité, je pense que j'en fais toujours. Mais après, sur un sportif amateur, c'est du semi-individualisé ce que je fais, quelque part. C'est très individualisé dans la relation, mais la plupart des choses marchant avec la plupart des gens, Ouais. de mon expérience, Les procs sont plus facilement ouais, je me dis, bah faisables. lui, tiens, on va essayer ce protocole, il n'y a pas de raison, et toi, ça marche de manière générale. Hmm. Ça veut pas dire que je fais un copier-coller à tout le monde, des procs, évidemment, mais sur le coup, c'est des réflexions. Tu vois, c'est marrant que j'ai souvent. La question que tu m'as posée, c'est la question que je me pose parfois. Et d'autant que, tu vois, moi, je suis passionné de foot, j'entraîne mon équipe de foot amateur depuis 8 ans. Ouais. Bon, ils sont plus souvent au bistrot que. Non, ils sont quand même à l'entraînement. Et coucou le football club au Jura. Et non, mais c'est une bonne question. Et tu vois, à un moment, je me dis, en faisant ça, est-ce que je me disperse pas? Et ça, c'est vrai aussi. Hein. Et des fois, je me dis, ben ouais, mais finalement, est-ce que c'est de la formation permanente? Tu vois, je trouve qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Enfin, moi, j'adore ça. Et si tu restes toujours dans ton domaine, ben, t'as trop de risques d'avoir des œillères. Tu vois, et moi, j'adore échanger. Et alors, non pas que je sache tout, et loin de là, mais j'échange très peu avec des entraîneurs d'endurance. J'écoute très peu de podcasts sur le domaine de l'endurance. C'est pas que je pense que je sais mieux que les autres, c'est vraiment pas ça. Mais c'est que ça va tourner un peu autour de la même chose, tu vois, de mon avis. Hein. Alors, il y a des choses intéressantes à prendre, tu vois, c'est avec Adrien, c'était vraiment cool sur le coup, mais par contre, j'adore écouter un podcast d'un sport que je connais pas ou discuter avec un entraîneur que je connais pas, parce que je me dis, mais tiens, il a ça comme problématique, putain, il a fait comme ça, mais oui, mais j'aurais pas pensé, bah, ça peut me servir. Et je trouve qu'en se diversifiant, ça t'aide à le faire aussi. Alors après, c'est la limite du truc où tu es plus spécialisé. Mais tu vois, quand je bossais à la Fédé, dans le sport de haut niveau, j'étais méga spécialisé sur le coup. Et tu vois, c'est un truc qui est marrant, je communiquais pas sur ce que je faisais. Parce que quand tu es dans le sport de haut niveau, tu n'as pas besoin de raconter à tout le monde, tiens, j'ai fait ça. Tu vas, tu bosses tous les jours, etc. Et c'est pas dans la culture. Là, d'un point de vue transmission de connaissances et puis aussi business, si on parle de ça, tu es obligé de communiquer davantage, tu vois. Et c'est des choses qui sont différentes. Je sais pas si je réponds à ta question, si j'étais à côté de la plaque. Mais, non, complètement. Combien de personnes tu coaches à peu près en ce moment? En ce moment, si je joue en termes de suivi de sportif amateur, je dois être à peu près à 70. 170? Non, 70. Ah, j'ai eu peur. Ouais. Ok. Je pourrais 170, mais je ferais vraiment que ça de mes journées, j'ai pas envie. Ouais. 70 en prépa physique. Alors sur la prépa physique, ça va du groupe de Nifon athlétisme par exemple, qui a un bon niveau. Hein. Il y en a, c'est moins de 31 sur 10, mais c'est pas du haut niveau, mais c'est du très bon niveau, où j'ai disparate. À des niveaux nationaux en natation et à des niveaux internationaux en ski de fond, par exemple. J'ai trois groupes de préparation physique. En gros, un groupe d'une dizaine de skieurs, un peu de choses près. Tous ne sont pas en Coupe du Monde, hein, mais qui ont des aspirations de haut niveau. Un groupe d'une vingtaine de nageurs et un groupe d'une vingtaine de demi-fonds. Mais là encore, c'est toujours la même chose. Sur le groupe de... Tu vois, par exemple, c'est intéressant, tiens, qu'on parle de ça. Par exemple, sur les skieurs qui ont une démarche de haut niveau, de retrouver l'équipe de France ou d'y accéder ou de préparer des choses, je vais avoir... sur les 10, enfin, ils sont 12, mais sur les 10, par exemple, je vais avoir à peu près la moitié qui a tel programme de préparation physique, de la PPG, on va la faire simple. Parce que dans l'analyse et dans la discussion avec eux, et ça c'est important avec l'entraîneur, on s'est dit que la première voie, c'était pas d'élever le niveau de force, c'était d'élever le niveau de coordination, de motricité. Okay. Donc on a fait cette voie-là avec eux. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait de traction, etc., mais c'était prioritaire. Et une autre voie, puissance, pour la faire simple. Puis quand j'arrive en saison... C'est un peu regroupé, ils ont des saisons où ils se disent des séances type par thématique et c'est eux qui choisissent laquelle ils veulent faire. Mais du coup, là, il y a 2 sous-groupes parce que tu es dans une démarche
plus de haut niveau et de compétition, sur un groupe plus restreint, qui est plus structuré. Et je suis pas sûr qu'il y ait 12 séances différentes à faire sur le coup. Parce que la préparation physique, ça reste un support à la technique spécifique, c'est pas la discipline. Mais là, c'est quand même individualisé sur des profils, sur des groupes de profils, on va dire ça comme ça. Sur la natation, par exemple, pour l'instant, j'ai pas, parce que ça fait pas longtemps que j'ai le groupe, et du coup, tout le monde fait un peu la même chose sensiblement. Après, c'est des jeunes, hein, ils ont 13 ans, donc c'est de la motricité un peu générale. Et en fonction des retours de l'entraîneur, on commence à affiner un peu. Et sur le demi-fond, c'est pareil, ils n'ont jamais fait de préparation physique avant. Okay. Donc du coup, il faut juste voir ce que ça donne. Et du coup, ça fait j'ai 70 à peu près en suivi, plus une quarantaine. Une 30 à quarantaine, mais où je ne suis pas toujours en relation quotidienne. Tu vois, je sais pas si je peux passer par l'entraîneur, ou etc. Okay. Plus mes 50 joueurs de foot amateurs, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est plus le lever de coude de ce que tu me dis. Et c'est pour ça qu'après l'entraînement, je rentre chez moi. Pour toi, c'est quoi un bon entraîneur ? C'est la question qui revient. Tu la connais. Parce que j'écoute, quand je dis en formation que c'est un très bon que je prends en exemple, c'est que je l'ai écouté quand même. Pour moi, c'est un facilitateur. Vraiment, mais on m'a déjà posé la question, j'ai répondu là. Tu vois, c'est marrant parce que je sais pas combien de temps là, je te dis, j'essaie d'emmerder les gens. Mais en fait, c'est pour leur faciliter la vie. C'est que quand tu entraînes quelqu'un, tu dois lui faciliter la tâche pour qu'il puisse s'exprimer. Donc, que ce soit en termes d'organisation de l'entraînement, en termes de contenu, etc., c'est que ça doit être facile, pas l'entraînement, mais qu'il ait que à réfléchir à comment s'entraîner dans le contexte où il est. Donc, un facilitateur, ça me parle bien. Puis, j'aime pas compliquer les choses. Donc, un facilitateur, ça m'irait bien. Est-ce que tu as des livres à conseiller ? Si tu écoutes, tu le savais. Oui, je le savais. Mais il y en a que tu as déjà cité. Donc, c'est Edgar Morin, tu vois, Introduction à la pensée complexe. Et tu discutes beaucoup avec Loïs, toi, non ? Ouais, mais oui, en plus de ça, ouais. Mais c'est un des premiers livres que je conseillerais à lire avant l'entraînement, tu vois. Parce que ça permet d'avoir une approche qui est systématique. Et toi, j'adore... Alors, je ne sais plus si c'est dans Pensée globale ou Introduction à la pensée complexe, mais son truc, c'est la machine et l'artefact. En gros, il prend l'exemple qu'une machine... Pensée globale, je crois. Peut-être Pensée globale, ouais. C'est super bien huilé, la machine artefact. Mais par contre, si tu lui enlèves une pièce, ça ne marche plus. Et le vivant est bien moins... C'est un peu tout tordu par rapport à une machine, il n'y a rien de bon. Mais si tu enlèves une pièce, il va se démerder quand même. Et toi, c'est un truc qui m'avait beaucoup marqué. Et une phrase qu'il avait dit, c'est l'important, c'est de se tromper le moins possible. Et ça, je l'ai toujours en tête, cette phrase, parce qu'on se trompe toujours, mais le moins qu'on peut. Donc il y a ça. Après, dans les livres, il y en a plein. Moi, j'adore lire. Deux classiques pour moi en préparation physique, c'est Simple et Sinistre de Pavel Tsatsouline, mais j'y discute aussi beaucoup avec Loïs, mais il n'y a rien de révolutionnaire dedans, mais l'approche, tu vois, et je trouve que c'est un super bouquin. Le Del Moral, prophylaxie, c'est un livre que j'ai poncé, que j'ai... Tu l'as pas reçu, hein, Benjamin? On doit se retrouver pour essayer de tourner, mais c'est très compliqué avec les calendriers pour le moment. Mais je vais l'avoir. Et c'est un bouquin, mais je l'ai prêté, il est plein de scotch, il est tout pourri. Il est tout annoté, avec des petits stickos dessus, pour prendre des notes et tout. Et c'est un très bon bouquin. Et tu vois, un bouquin, il m'a beaucoup inspiré pour écrire le mien. C'est Fred Aubert, Préparation physique avec Thierry Blançon. Où... après, Fred, de toute façon, je vais te dire, moi je l'ai eu au DU en 2015, c'est vieux, mais j'ai pris une tarte dans la figure quand je l'ai eu en cours, et pas sur ses connaissances qui sont très bonnes, c'est pas la question, mais sur la péda. Et quand je l'ai vu faire, je me dis, mais c'est pas possible. Il fait un show. Ah ouais, mais j'ai eu à des années. Ouais, mais c'est un show, mais dans la précision. Toi, bien sûr. C'était pas du tout péjoratif, au contraire. Et c'est la claque que j'ai pris où j'ai dit, ok, mais moi, je veux être bon. Et si je veux être bon, ça, c'est un exemple. Alors, je vais pas aller bosser dans le rugby, ça m'intéresse pas. Ou sur les sprinters, c'est pas mon truc. Mais lui, c'est un exemple. Et je lui ai à des années-lumière, et j'y suis encore à des années-lumière, tu vois. Mais cette façon qu'il a de transmettre sa passion, cette précision. Enfin, bref. Donc, le livre de. Pourquoi je dis qu'il m'a influencé ? Parce qu'il y a les différentes qualités physiques, et c'est un livre qui prenait des bases scientifiques et théoriques, mais aussi des protocoles de terrain. Et finalement, j'ai pas copié le sien pour écrire le mien, mais ça m'a énormément... sa manière de penser, tu vois, ça... Voilà. Donc après, il y a plein de bons livres sur le coup, mais sur le coup, ceux que j'ai cités, c'est des livres que je peux conseiller vraiment facilement. Ouais. Et le mien, non, je rigole. Mais oui, moi tu l'as déjà conseillé au début. Moi, je le conseille. Je te laisse le mot de la fin. Merci. Non, c'était cool.
C'était cool. Puis après, ce qu'il faut pas oublier, comme Edgar Morin dit, c'est de se tromper le moins possible, mais c'est que en fait, on sauve pas des vies. Quand on fait de l'entraînement, quand on fait de la perf, il faut juste rester humble et se dire on fait du mieux possible, que ce soit les sportifs, que ce soit les entraîneurs, que ce soit tout le monde, et que tu vois, l'influence, tu vois, tu peux pas t'approprier, même dans le haut niveau, la performance d'une personne, parce que c'est vraiment un ensemble de choses. Ou est-ce que tu as plus d'importance que son instinct qui lui a donné envie de faire, ou son éducateur en club quand il avait 7 ans, et que s'il l'avait pas fait, ben, la personne n'aurait pas, tu vois, fait ce sport-là, etc. Je pense pas. Est-ce que même au dernier moment, est-ce que tu as plus d'influence quand on voit le petit message que son pote de lycée? Je suis pas sûr. Et tu vois, j'ai connu, après je fais le mot de la fin, mais tu vois, j'ai connu les deux situations où moi, quand je m'occupais des skis, je pouvais te dire qu'on avait une vraie influence sur la perf jusqu'au dernier moment. On n'en avait aucune, j'exagère, mais 364 jours par an, mais le jour J, enfin, il y a plus de compètes, mais pour imaginer, on avait une énorme influence sur la perf, mais surtout sur la contre-perf éventuelle. Et ça te fait relativiser aussi certaines choses. Et là, en tant qu'entraîneur, tu donnes juste des outils pour arriver à faire, mais tu n'es pas plus important que ses parents, que son meilleur copain, que son instit, comme je disais, ou que son ancien coach de club. Toi, faut rester mesuré par rapport à ça et se dire que, écoute, on fait ce qu'on peut, du mieux qu'on peut, et puis voilà, quoi. Trop bien. Nico, merci. Merci Julien, c'était cool. Plaisir partagé. Voilà, l'épisode avec Nico est terminé. J'espère que ça t'a plu. N'oublie pas d'aller regarder son livre. C'est vraiment une pépite. Je me suis, moi, régalé à le lire. Et tous ceux à qui je l'ai conseillé se sont aussi régalés. Je ne touche pas de commission, je ne touche pas de pourcentage. C'est vraiment un conseil parce que le livre est excellent. Le prochain épisode, tu retrouveras Francisca Dosé, qui est coach mental, principalement du BMX, qui a fait le triplé olympique, et de Medvedev et de plein d'autres sportifs de haut niveau. Elle a une approche très particulière du coaching mental et pas de la préparation mentale. Tu verras ça dans 15 jours. Et n'oublie pas, va regarder le club des entraîneurs et surtout l'événement du 14, 15 et 16 novembre. C'est super important.